J'avais une société qui était rentable, j'ai passé un gros gap tout d'un coup je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Mais ces petits branlos qui avaient une boîte qui marchait pas du tout mais qui avaient investi dans le Bitcoin, ils étaient beaucoup plus riches que moi. Et donc là je me suis dit putain, le seum, tout ça parce que j'ai cru que c'était trop compliqué pour moi. Et quand je compare avec mes expériences précédentes, quand soit que j'étais salariée de start-up, soit que j'étais fondatrice de start-up, générer 600K tout seul, c'était pas un truc imaginable, mais jamais. Là, l'année prochaine, c'est quasiment sûr que je ferai 1 million. Et c'est un truc qui est crédible dans ma tête, tu vois. Je trouve plutôt que l'algorithme de TikTok, il est beaucoup plus volatile. Si ça performe très loin, mais si ça performe pas, tu peux faire une vidéo à 5000 vues. Alors qu'Instagram, je ferai jamais moins de 20 000 vues. Là, en ce moment, on est quasiment au plus bas d'un cycle. Donc moi, je suis en phase qu'on appelle d'accumulation. C'est-à-dire que je sais très exactement toutes les cryptos de mon plan, à quel prix je veux les acheter sur l'année. Et donc mon but, c'est de les acheter au maximum au prix que j'ai défini, voire moins cher. Et ensuite, pour les revendre au plus haut du prochain cycle, donc d'ici 2 ans à peu près maximum, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Little Big Things. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Caroline Jurado, la fondatrice de la newsletter dédiée, la première newsletter, dédiée aux cryptos en France. Salut Caroline, comment ça va ? Salut Andrea, merci pour l'invitation, ça va très bien. Merci d'avoir accepté. Je remercie un petit peu tous les premiers invités parce que comme j'ai sorti que 3-4 épisodes, ceux qui acceptent de venir aujourd'hui, tu vois, pour moi, ils ont fait un peu un effort parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner tout ça. Donc c'est moi qui te remercie. Comment s'appelle ta newsletter d'ailleurs du coup ? Elle s'appelle Les Cryptos de Caro. Les Cryptos de Caro. Mais c'est pas que je suis mégalo. Hein. D'accord. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un projet qui tourne quand même autour de ta personne parce que tu te mets en avant sur les réseaux sociaux, etc. Et pour l'acquisition, je pense que c'est aussi une bonne idée parce que ça humaniser un petit peu une newsletter, sachant que c'est que digital, ça me paraît essentiel. En fait, j'ai changé de nom en cours de route et j'ai fait voter la communauté pour savoir quel serait le nom de la newsletter et c'est eux qui ont choisi celui-là. Ok. Voilà donc t'as fait un vote et t'as proposé plusieurs noms, ouais. Ok. Ouais. Okay. C'était quoi les autres noms ? Je m'en rappelle plus, mais quand j'ai commencé la newsletter et que c'était absolument rien et que personne me lisait, j'avais pas encore de nom. Donc j'avais appelé ça la news. Ok. À un moment, c'était devenu la news de Caro et puis je sais plus ce que j'avais proposé comme truc. Okay. Et j'aime bien qu'il y ait crypto et Caro dans le nom. Caro. Ça a une connotation ça sonne bien et comme ça les gens se rappellent comment je m'appelle et que je parle de crypto, quoi. Génial. Écoute, je suis très content, sachant que je fais de plus en plus d'épisodes sur le Web3, sur les sujets crypto, NFT. Et donc, je voulais vraiment t'avoir parce que c'est difficile de passer à côté de toi quand on s'intéresse à ces sujets-là en France. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas encore ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Caro. Ce que je fais principalement, c'est que je rends les cryptos simples. Je fais ça à travers ma newsletter, qui est mon média central. Et après, je vais faire de l'acquisition sur cette newsletter, les réseaux sociaux, etc. Et tu faisais quoi avant de lancer cette newsletter ? T'as quoi comme parcours scolaire ? Est-ce que t'as travaillé avant parce que tu t'es mis à ton compte là du coup ? Ouais, parcours scolaire nul, on va pas dire nul, mais on va dire inintéressant. J'ai fait la fac de Montpellier, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Okay. Ensuite, j'ai bossé un petit peu dans une asso pendant quelques années à Paris. Ensuite, j'ai monté ma première boîte qui était dans logiciel RH, grosso modo. Okay. J'ai dirigé pendant 3 ans. Je l'ai revendu au leader de mon marché. C'était qui ? C'était ZestMeUp. Ok. J'ai été salariée pendant quasiment 2 ans de cette boîte-là. Okay. Et quand je suis partie, j'ai créé une autre boîte dans la vente. Et en parallèle, comme je me faisais un petit peu chier avec ce truc-là, j'ai commencé à produire du contenu sur les cryptos. Et au bout de quasiment 6 mois, je crois, ça a tellement décollé que j'ai tout arrêté. Je suis passée à temps plein sur les cryptos de Caro. Ça fait 1 an et demi là. Ça fait 1 an et demi que tu t'es dédié à 100% sur ce projet. Ouais, exactement. Je pensais que ça faisait plus longtemps, étant donné un petit peu la notoriété que t'as et la communauté, mais en fait c'est assez récent. Ouais. C'est quoi donc c'était en 2021 ? C'était en janvier 2022. Janvier 2022. Ouais, exactement. Mais alors du coup en fait, ok, donc ça je savais pas non plus. T'as lancé un logiciel RH que t'as développé pendant 3 ans, que t'as cédé à une boîte. Donc du coup, j'imagine que t'avais peut-être des earn-out ou je sais pas, tu devais rester pour accompagner. Et ensuite donc t'as lancé une deuxième entreprise. Ouais. Et là, c'est un peu un changement de cas parce que finalement, tu étais plus, on va dire, chef d'entreprise, entre guillemets, classique. Ouais. Et aujourd'hui, je sais pas, peut-être tu travailles de chez toi, je sais pas, mais solopreneur, quoi. Je bosse dans mon salon de chez moi. Je veux surtout pas avoir de salariés. J'ai que des prestats qui m'aident sur des trucs.
j'ai une vie qui est beaucoup plus libre que quand j'avais des salariés, des actionnaires et compagnie, quoi. Du coup, à quel moment tu t'es intéressé aux cryptos, sachant que tu étais en train de développer ta boîte? Ouais, en fait, quand j'ai créé ma première boîte, je squattais dans un espace de coworking, parce que j'avais pas une thune à ce moment-là. Et à côté de moi, il y avait une équipe de devs qui avaient lancé leur boîte, qui marchait pas du tout. Mais eux, c'était des gros geeks. Et on était en 2015, et ils parlaient tout le temps de crypto. Et je me rappelle, ils me disaient « Ah, Caro, faut que t'investisses dans le Bitcoin, nanana ». Et moi, j'étais là, genre, je comprends pas ce que vous dites, les gars. Du coup, j'allais faire des recherches un peu sur Google, je comprenais rien. J'ai mis totalement ce sujet sous le tapis. Et puis, j'y ai plus pensé pendant des années. Et genre, c'était en 2020, le confinement, comme ça. 2019, je crois, ou 2020, ouais. En tout cas, au moment du premier confinement, on se met à reparler du Bitcoin à fond. Et là, je fais un petit calcul. Je me dis, moi, quand même, j'ai vendu une boîte. J'avais une société qui était rentable. J'ai passé un gros gap tout d'un coup, je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Mais ces petits branlos qui avaient une boîte qui marchait pas du tout, mais qui avaient investi dans le Bitcoin, ils étaient beaucoup plus riches que moi. D'accord. Et donc là, je me suis dit, putain, le seum, tout ça parce que j'ai cru que c'était trop compliqué pour moi. Et j'ai passé genre mon confinement à potasser tout ce qu'il y avait à apprendre sur les cryptos. T'as eu le FOMO un peu, non, on peut dire FOMO ça. C'était ouf, le FOMO. C'est exactement ça. C'est ça le FOMO. Donc ton intérêt pour la crypto a démarré sur la base du FOMO comme tout le monde. Comme tout le monde, en fait, ça a démarré comme tout le monde. Moi, je voulais vraiment te recevoir parce que ça m'intéresse de savoir comment on développe une newsletter aujourd'hui. Ouais. Je trouve que c'est un outil qui est un peu sous-estimé. Ouais, c'est clair. Que justement peu de gens utilisent et du coup je trouve que c'est un super move de ta part et je trouve ça super intéressant parce que justement d'une certaine manière tu vas là où les gens vont pas forcément et pourtant il y a un énorme vivier et ça fonctionne très bien. Ouais. Par contre j'imagine que voilà il y a des compétences à avoir comme par exemple à faire de la régularité, savoir écrire, etc. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça a démarré quand tu l'as lancé? Parce que même au début avoir de la régularité quand t'as genre 2 abonnés c'est peut-être un peu chiant, donc voilà, comment ça s'est passé? Et ben en fait ça faisait 1 mois, je crois, ou peut-être 2 mois que je faisais des vidéos sur TikTok. Et que, comme les cryptos, ça intéressait de ouf à ce moment-là, parce qu'on était en plein marché haussier, disons, j'avais beaucoup de visibilité. Et du coup, moi, j'avais jamais travaillé dans le B2C, tu vois, j'avais jamais eu de visibilité avant. Et là, je suis littéralement harcelée de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, je comprends pas, tu peux m'expliquer si, nanana ». J'en pouvais plus, en fait. J'étais là, genre... j'ai une boîte à faire marcher, genre sur la vente. Je m'amuse un peu avec ce truc des cryptos, mais j'ai pas le time de répondre aux gens. D'accord. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on fait pour répondre à un maximum de monde sans se faire chier? Eh ben, on écrit une newsletter. À l'époque, je pensais pas que ça serait une newsletter. Ce que je voulais faire, moi, c'était écrire 5 emails qui répondaient aux plus grosses questions qu'on me posait sur les cryptos. Et je me disais, comme ça, les gens vont pas me faire chier. Sauf que le logiciel que je voulais utiliser pour écrire ces emails, il était en panne le jour où j'ai voulu l'utiliser. Du coup, j'ai pensé à quoi? Substack, un outil pour faire des newsletters. Et je me suis dit, ce sera très bien, je vais faire ça. Donc, j'ai créé un Substack. J'ai fait une vidéo sur TikTok où j'ai dit, les gars, je vais faire 5 emails qui répondent à 5 questions en crypto. Si vous voulez, vous vous abonnez. Donc, j'ai eu 300 personnes qui se sont inscrites. J'ai envoyé mon premier email. Je crois que j'ai dû dire tous les lundis, je vais faire ça, ou tous les dimanches. Je sais plus ce que je disais, mais un truc comme ça. Pendant 5 semaines, du coup. Et sauf que j'ai eu 300 personnes, et la semaine suivante, j'avais déjà 1000 personnes, et la semaine d'après, j'avais 2000 personnes, et j'étais là genre, clairement, ça intéresse trop de monde pour que je m'arrête. Et du coup, j'ai continué à faire toutes les semaines, à écrire un truc, quoi. Du coup, ton concept, c'était que toutes les semaines, on va dire à peu près, tu répondais aux 5 grosses questions qui revenaient le plus souvent. Non, je répondais à une question. Et je pensais faire ça pendant 5 semaines. Donc, ah oui, pardon, pendant 5 semaines. Ok, donc on va dire une semaine, une question. Toutes les semaines pendant 5 semaines, une semaine, une question. Ouais. Mais donc, du coup, c'était pas vraiment une newsletter, c'était plus je réponds à la question phare, mais par email, comme ça, la personne a le contenu. Exactement, comme ça. Ça a démarré par ça. Tout le monde a le contenu. Exactement. Ça a démarré par ça, sauf que quand t'as fait ça et que t'as vu le nombre d'inscriptions qui a décollé, tu t'es dit. Là, du coup, faut que je professionnalise un petit peu. Je vais pas juste répondre à des questions, je vais faire un truc plus sérieux, quoi. Non, je me suis pas du tout dit ça. Okay. Je me suis dit, je vais juste continuer. Et donc là, aujourd'hui, le concept, c'est encore que chaque newsletter, elle répond à une question, en fait. D'accord, la newsletter même à l'heure d'aujourd'hui, c'est tu réponds toujours à une question par semaine. Ouais. Mais j'ai vu que tu as ajouté d'autres choses dedans. Alors oui, j'ai rajouté des trucs, etc. Mais l'article de fond, qui est quand même le cœur de l'email, c'est toujours c'est soit une question que je me suis posée, soit une question que quelqu'un m'a posée et que du coup j'essaie d'expliquer facilement, quoi. C'est assez smart parce que finalement, vu que t'es connecté sur les réseaux sociaux, tu vois un petit peu les sujets de fond, les tendances, et tu peux tout de suite identifier la question du moment qui sort. Oui. Pour aller y répondre dans ta newsletter, du coup. Ouais, exactement. Et qui parleront du coup à tous les autres qui sont forcément aussi intéressés. Un maximum de monde, mais en réalité, la personne à qui je parle, c'est à la moi d'il y a 5 ans.
Donc c'est un peu toutes les questions que je me suis posées, ou alors toutes les fois où j'ai entendu quelqu'un me dire un truc et que j'ai pas trop compris, que je me suis dit, putain, j'ai envie de creuser ce sujet-là. Et ben du coup, ça fait une newsletter, quoi. Mais t'as rajouté quoi, du coup, dans la newsletter? Parce que tu réponds à la question, mais tu t'as dit que t'avais ajouté des choses, c'était quoi J'ai rajouté un point sur le marché. Donc, où est-ce qu'on en est sur le marché des cryptos? J'ai rajouté un point sur les actus et l'article de fond, toujours. Ok, donc il y a une partie un peu plus macro, on va dire, aussi. Ouais, voilà. Et une partie actu. Ouais. Ok. Et donc, du coup, toi, en fait, t'as commencé sur les réseaux sociaux, en fait. Avant même de lancer ta newsletter, tu t'es dit, je lance un compte TikTok. J'avais TikTok, exactement. Voilà, tu t'es dit, je lance un compte TikTok. Ouais. Instagram aussi ou que TikTok? Pas du tout. Instagram, j'ai commencé il y a un an, genre. Donc, t'es allé sur TikTok au moment où il y avait le boom un petit peu, tu pouvais buzzer, c'était un peu l'Eldorado des réseaux sociaux. Avec rien du tout. Et alors, comment tu t'es arrivé sur TikTok? Parce que ça non plus, c'est pas commun de se dire, vas-y, demain, je crée un compte TikTok et je deviens influenceur. Je sais pas si on peut dire ça. Grave. En fait, tu sais, j'avais une boîte en parallèle sur de la vente. Et donc, je faisais mon acquisition. Donc, ce que je faisais, c'était que je coachais des CEO à mieux vendre en B2B. Et je faisais mon acquisition sur LinkedIn. Et je me suis dit, OK, t'as envie de parler de crypto, mais tu peux pas prendre le risque de te taper la honte sur un réseau sur lequel il y a des gens qui pourraient te connaître. Et donc, j'ai cherché quel serait le réseau sur lequel personne au monde pourrait me connaître. Et je me suis dit, TikTok, il doit y avoir que des ados et des débiles. Je vais aller là. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y avait... en fait, tu te rends compte qu'il y a tout le monde croit que c'est les jeunes, mais en fait, pas du tout. Tout le monde est sur TikTok, en fait. Mais voilà. On est tous sur TikTok, en réalité. Oui, exactement. Ok. Mais ce qui est marrant, c'est que c'était En fait, tu cherchais un endroit où tu pourrais faire un maximum de reach sans être vu par des gens proches. Exactement. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, ça te gênait de parler de crypto. Parce que je savais pas trop ce que je faisais. Où t'allais aussi. Ouais, voilà, je voulais juste faire un truc sans qu'on puisse me juger, quoi. Et comment t'as eu le déclic? Parce qu'encore une fois, devenir influenceur sur TikTok, c'est pas du jour au lendemain. Comment t'as fait? Parce que tu fais des vidéos est-ce que c'était des vidéos face cam aussi dès le début? Et est-ce que tu t'es senti aussi à l'aise dès le début, ou au début c'était un peu difficile? Non, c'était que des vidéos face cam et ça a jamais été difficile. Je m'en foutais un peu, en fait. Je me disais, de toute façon, il y a que des débiles, ils vont tous se foutre de ma gueule, mais peu importe, c'est personne que je connais. Et donc j'ai toujours continué à faire ça. Ok, donc t'as pas eu d'obstacles ou de barrières mentales? Non, vraiment, ou quoi, c'était pas difficile, je m'en foutais, quoi. Ok, et alors c'est quoi raconte un petit peu les scores que t'as fait au début, comment ta chaîne TikTok a évolué, comment ta newsletter a évolué, est-ce que tu peux partager quelques chiffres? Ouais, bien sûr. Au début, je pense que je devais faire entre 15 000 et 100 000 vues par vidéo. Sur TikTok. C'est énorme déjà. C'est énorme. C'est énorme, ouais. En ce moment, tu vois, avec l'intérêt du marché, peut-être si je fais 15 000 vues sur une vidéo, c'est un peu le bout du monde. Mais par contre, dès qu'il se passe une petite actu en crypto, je repasse à 100 000 vues par vidéo. C'est un délire. Dès que tu traites l'actualité? Non, dès qu'il y a une actualité. Oui, mais s'il y a une actualité, c'est pas toi ça... Ah non, c'est que ça amène du monde sur les sujets crypto, en fait. En fait, c'est dès qu'il y a une actualité qui sort de la communauté qui s'intéresse déjà aux crypto. En fait, dès que ça devient un peu mainstream, c'est un délire à quel point ça part en viralité. Ok, mais c'est parce que vu qu'il y a un sujet d'actualité, toi tu décides de le traiter sur ta page, ou en fait ça n'a rien à voir, c'est juste que comme il y a une grosse actualité, mais j'imagine que le fait de traiter l'actualité sur ton compte, ça va être encore plus puissant, non? Dès qu'il y a des actus, je les traite, mais je vois vraiment quand c'est une actu crypto qui intéresse que le marché crypto, ça n'a rien à voir avec quand les cryptos se mettent à faire de la croissance, ou qu'il y a un acteur majeur du marché qui tombe et que là, ça dépasse très largement le secteur de la crypto, quoi. Est-ce que tu trouves pas que l'algorithme de TikTok, il a grave évolué récemment par rapport à quand tu as démarré, ou aujourd'hui, en fait, que tu es 100 followers ou 1 million de followers, ce qui compte, c'est vraiment la qualité du contenu que tu postes. Et en fait, tu vois des gens qui ont des comptes à 1 million de followers qui postent une vidéo à 200 vues, et des gens avec des comptes qui ont 1000 followers mais qui font 1 million de vues. Oui. Est-ce que tu trouves pas que l'algorithme a évolué maintenant? Tu peux plus capitaliser sur tes followers, tu es obligé de toujours te renouveler sur la qualité du contenu? Pour moi, ça a toujours été ça. Enfin, okay. Quand j'ai commencé, j'avais pas d'abonnés et j'avais des vidéos qui faisaient des vues. Et vraiment, avec les gens qui ont commencé à faire des vidéos sur TikTok en même temps que moi, on s'est toujours dit, les abonnés, ça sert que à rassurer les marques qui veulent bosser avec toi. Mais ça n'a aucun lien avec le nombre de vues que tu vas faire. Ok, donc du coup, t'étais sur LinkedIn avec tes boîtes, ensuite tu t'es lancé sur TikTok, et donc là, t'as démarré ta newsletter. Ouais. Et en fait, à quel moment t'as décidé de quitter ton poste pour te dédier à la newsletter, sachant que ta newsletter te rapportait pas d'argent à ce moment-là? Pas du tout. C'est juste qu'il y a une énorme croissance, donc tu t'es dit, il y a un vivier, j'y vais. Ouais. Mais en même temps, c'était un peu un risque, parce que tu quittes un emploi où t'es payé. Après, c'était... Oui. C'était un projet. C'était un emploi parce que c'était ma boîte déjà. Okay. Donc, et puis c'était du coaching. Donc en fait, j'étais arrivée à un moment où je pouvais vendre des heures de coaching, mais je pouvais pas vendre plus que les heures que j'avais. D'accord. Ça me faisait un peu chier quand même. Du coup, j'ai fait ça pendant... la newsletter, je crois que j'ai lancé en avril, un truc comme ça.
en avril 2020. Non, attends. Avril 2021. Tu m'avais dit janvier 2021, je crois, à la base. Oui, janvier 2021, je passe à temps plein. Et en fait, la newsletter, j'ai lancé en avril 2020, je crois. Et donc, je l'ai faite vraiment juste comme un petit projet, comme ça, jusqu'à la fin de l'année. En parallèle. Oui, voilà. En parallèle. Et alors, aujourd'hui, t'es monté à combien d'abonnés sur la newsletter ? Sur la newsletter, il y a un peu plus de 62 000. 62 000 ? Ouais. En gros, ça fait plus 30 000 par an. Et est-ce que tu peux... Alors aujourd'hui, est-ce que c'est un projet sur lequel tu gagnes de l'argent directement ou pas parce qu'aujourd'hui, au-delà de la newsletter, toi, tu es devenu influent dans le marché de la crypto. Alors, je ne sais pas si ça englobe tout le Web3 ou pas. Du coup, comment aujourd'hui tu gagnes de l'argent concrètement ? J'ai plusieurs lignes de revenus. La principale, jusqu'à il y a quelques temps, c'était la ligne de revenus publicitaire. Donc, dans ma newsletter, je vends dans chaque newsletter un encart éditorial. Donc, c'est qu'il y a une marque qui va sponsoriser l'édition. Il y a aussi un peu de publicité sur les réseaux sociaux. Ça dépend vraiment du marché. Et ensuite, j'ai une deuxième ligne de revenus qui est que depuis 2 mois, je vends aussi une formation pour découvrir et comprendre les cryptos. Et donc ça, c'était mon projet de l'année, de pas dépendre uniquement du B2B pour avoir une ligne de revenus, mais d'avoir aussi une ligne de revenus en B2C directement auprès de ma communauté. Ok, très clair. Et du coup, les marques, c'est essentiellement des marques... De la finance et de la crypto. C'est de la finance et de la crypto essentiellement. Ouais. Mais c'est toujours Web3 ou il y a des projets aussi de finance Il y a aussi de la finance traditionnelle. Genre des... Ça peut être quoi, par exemple, comme... Je sais pas, j'avais bossé avec mon petit placement, avec Lydia, avec Google aussi, avec Il faudrait Notion, que tu travailles avec Alexandre de Buildstack, du coup, que j'ai reçu ici. À mon avis, il y aura un lien. Mais je me demande si j'ai pas déjà parlé avec eux, en fait. Ouais. C'est possible parce qu'eux sont très aussi orientés TikTok. Et je me demandais au niveau de la réglementation, j'ai l'impression qu'elle a pas mal évolué. Ouais. Et toi, est-ce que tu es impacté par ça ? Parce que j'ai vu que le gouvernement voulait taper sur les influenceurs qui prônaient des projets. Ouais. Toi, c'est quoi ta limite ? Jusqu'où tu peux pousser un projet ou pas ? Comment tu fais dans ta communication ? Parce que j'ai l'impression que moi, tu parles des projets, mais... Voilà, tu dis pas non plus de les acheter ou pas, tu dis ce que t'en penses, puis après les gens font ce qu'ils veulent, quoi. En fait, alors il y avait une première ligne qui était pas claire pendant un moment, c'était que on parle de réseaux sociaux là, sur les réseaux sociaux, tu pouvais pas indiquer dans le dur que c'était une publicité. Du coup, tu mettais un hashtag sponsorisé ou un truc machin, c'était pas prévu ça. Et donc, il y a eu un premier truc, c'était obligé de dire que tu fais de la pub, ça c'est normal, mais il faut que ça soit dit de façon claire pour le consommateur. Et donc maintenant, tu peux faire la petite coche, c'est un partenariat rémunéré, tout le monde le sait, tu peux pas dire que tu le caches, voilà, ça c'est une pub. Ensuite, depuis récemment, on doit bosser qu'avec des projets qui sont agrégés, tu vois, qui ont des comment on appelle ça ? Qui ont un agrément, non ? Oui, mais voilà, le nom, qui sont certifiés PSAN. Qui sont certifiés PSAN, pardon, voilà, c'est ça le mot. Et donc, du coup, ça fait qu'il y a des projets avec lesquels tu peux moins bosser qu'avant. Et ensuite, moi, j'ai jamais donné de conseils en investissement. Donc, en fait, si jamais je présente un projet, je présente un projet. Mais jamais j'irai dire d'investir dedans parce que je veux surtout pas que les gens ils fassent des conneries. Toute ma ligne édito, c'est de dire il faut que tu fasses un plan d'investissement qui correspond à ton profil de risque, que tu répartis, que tu évalues en fonction de tes rendements, de tes risques, etc. Donc j'essaye de pas faire ce genre de choses. Je le fais pas, quoi. Est-ce que c'est déjà arrivé justement que quelqu'un tombe sur une de tes vidéos ou une de tes newsletters, si le projet a l'air stylé, qui investissent massivement ou pas et qui viennent te voir après en mode c'est ta faute alors que toi t'as rien fait d'une certaine manière, tu vois ? Ça m'est jamais arrivé, ça. Ça t'est jamais arrivé ? Non. Heureusement, ça aurait pu être chiant. Franchement, ça me ferait vraiment chier que ça arrive. Ouais. Est-ce que t'as des haters ? Parce que du coup, tu touches beaucoup de monde. Voilà, j'aime bien te parler des haters. J'ai tellement de haters, moi. J'ai une théorie là-dessus, c'est que la dernière fois, je postais une vidéo sur YouTube et tu fais par exemple 1000 vues, puis t'as 3 commentaires. Mais les 3 sont des très mauvais commentaires, tu vois. Et toi, quand tu reçois ça, vu que t'as que 3 commentaires qui sont les 3 mauvais, tu dis c'est-à-dire que 100% des gens, en fait, je les ai déçus, je fais un peu de la merde, en gros, me détestent. Voilà, toi, quand t'es créateur de contenu, tu dis ça. Et en fait, après, tu comprends qu'il y a une majorité dormante, c'est ce que j'ai fini par comprendre, qui se prononce pas. Ouais. En fait, quand t'as 3 mauvais commentaires, t'as peut-être 3000 gens qui ont aimé. Est-ce que t'as un point de vue par rapport à ça ? Et surtout, toi, t'es dans un domaine aussi entre TikTok, la crypto, t'es dans un environnement aussi où les gens... Voilà, pèsent pas trop leurs mots non plus avant de commenter. Ça peut être violent parfois. Donc, c'est quoi, toi, ton retour d'expérience là-dessus ? Alors, moi, je suis un peu une bisounours. Et du coup, dans ma communauté, franchement, il y a que des bisounours aussi. Genre, vraiment, t'attires ce que tu es. Ça, c'est certain. En revanche, j'ai énormément de haters en dehors de ma communauté.
dans les communautés voisines, des gens qui s'intéressent aux cryptos, qui sont des concurrents à moi, qui vont avoir des discours un peu plus durs, etc. J'ai beaucoup de haters. Moi, sur les commentaires, je les regarde pas. Donc, je m'en fous. Vraiment, je vais jamais voir les commentaires de rien du tout. Par contre, j'ai des bad buzz tous les 15 jours à peu près. Parce que un de mes concurrents, et je vais dire un de mes petits concurrents, parce qu'ils sont tous plus petits que moi, va sortir un truc de son contexte, mettre une photo de ma tête sur Twitter et dire « Cette nana-là, elle a fait ça !» Et ça part en live tout le temps, parce que les gens adorent les dramas. Si je communique pas pendant 15 jours sur les réseaux, elle est en prison. Enfin, ça m'arrive, mais c'est pire que la cour de récré. C'est dingue, je savais pas autant. Ah ouais, là, putain, c'est un délire. Et tu le vis pas mal, ça va? Parce que t'as l'air d'être beaucoup impacté quand même, parce que c'est là toutes les 15 jours un bad buzz. Ouais. Sachant que je sais que les vidéos qui marchaient le mieux à un moment donné sur TikTok, c'était plus quand tu créais du contenu, c'était quand tu prenais la vidéo de quelqu'un d'autre, tu la mettais en petite et en fait tu la commentais, ça c'est ce qui marchait le mieux. Donc du coup peut-être que les gens ont fait ça aussi pour surfer sur ta notoriété. Ah bah, pour gagner des abonnés par exemple. Quand je regarde un petit peu, tu vois, les auteurs de mes bad buzz, c'est toujours les mêmes déjà. Donc c'est intégré dans leur ligne édito. Qu'ils vont, une fois par mois, ils vont commenter un truc sur moi. Et c'est toujours des concurrents, en fait. C'est toujours des gens qui ont une plus petite newsletter en crypto, machin. Donc, oui, je pense que c'est une technique d'acquisition. Mais pour moi, tu fais ça, tu vas attirer des gens qui aiment la haine. Et moi, je veux pas de gens comme ça dans ma communauté, par exemple. Est-ce que tu le fais, toi aussi, ou pas? Non. Tu réponds ou tu critiques les autres ou... Non, tu leur réponds pas. Tu restes focus sur ton contenu droite, ou parfois tu les cites un peu en mode « Ah, lui, il est chiant » ou... Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, parce que j'ai été surprise dans un podcast avec Thibault Louis. Il m'a dit « Ah, et un tel, t'en penses quoi de lui ?» Et je m'y attendais pas du tout. Et c'est un des gars qui publie tous les 15 jours Non, tous les mois, lui. Il fait tous les mois sur moi. Et j'ai dit « Ah, purée, j'ai rien contre lui à la base, mais il fait ça tout le temps. Il me porte plus d'attention que tous mes ex réunis, nanana. » Et du coup, lui, je l'ai cité, quoi, pour le coup. Si tu pouvais assainir les relations, on va dire, avec le top 3 des gens qui te critiquent, est-ce que tu le ferais vraiment, étant donné que ça t'apporte beaucoup de reach et de visibilité en même temps? Franchement, je le ferais parce que vraiment, ça me fait chier qu'il y ait des gens qui aillent tout le temps dire que je suis mal intentionnée ou que je sais pas quoi ou que je truc. Ça me fait chier. Donc oui, je le ferais. Parce que le reach que ça m'apporte, c'est que des gens qui m'aiment pas de toute façon, donc je m'en fous. Pourquoi tu t'es jamais dit, vas-y, je leur passe un coup de fil? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé par un concurrent qui crache sur moi tout le temps. Et je me dis, bon, au bout d'un moment, c'est chiant, tu vois. Je voudrais juste l'appeler pour essayer d'assainir, même aller prendre un café, parce que parfois, quand tu te rencontres en vrai, tu te rends compte, en fait, tout va bien. Et juste pour que ça se calme un petit peu, tu t'es déjà dit, je rentre dans cette stratégie-là, ou c'est compliqué? Au départ, je me disais que ça allait bien s'arrêter, tu vois. Et puis là, ça fait genre 1 an qui font ça tout le temps. Tu sais, genre, je me vois absolument pas aller voir un tel et lui dire hey, soyons amis, t'as plus de 15 tweets à ton compte avec ma tronche en disant que je suis une connasse. Tu vois, genre, je peux pas faire la démarche, là. Est-ce qu'il y a d'autres femmes dans l'environnement un peu crypto, Web3? Parce que je vois pas mal, moi, justement, d'hommes prendre la parole sur les réseaux. Mais est-ce que aussi il y a des femmes? Et est-ce que voilà, le fait d'être potentiellement parce que les gens qui critiquent, c'est peut-être que des hommes, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a il y a un truc aussi par rapport à ça? En visible qui me critiquent, c'est des hommes quand même. Il y a probablement un truc par rapport à ça. De toute façon, c'est ça les dérange peut-être qu'une femme, tu vois, ait peut-être genre 10 fois plus d'abonnés, 10 fois plus de réussite qu'eux, tu vois. Oui, c'est sûr que de toute façon, quand tu critiques quelqu'un avec autant de force, c'est qu'il y a un moment, c'est que de la jalousie. Moi, j'ai pas le time de m'intéresser à ce qu'ils font et de leur dire ah, c'est trop nul ce qu'il fait, j'aime pas. C'est un truc de cours de récré, tu vois. Donc, je pense que c'est forcément de la jalousie quelque part. C'est pas trop dur d'évoluer justement dans ce marché-là parce que, encore une fois, crypto, ça me fait penser moi un peu à Twitter, à TikTok, et en fait c'est un environnement vraiment où les gens se lâchent total, quoi. Il y a de l'anonymat. Et est-ce que c'est pas trop dur d'évoluer dans un... Tu vois, moi si j'étais que sur TikTok et Twitter par exemple, je pense qu'au bout d'un moment ça finirait par me peser parce que t'en as toujours un qui vient avec un compte anonyme te clasher. C'est beaucoup plus fort, tu vois. Alors par exemple quand t'es sur LinkedIn, c'est des comptes, tu peux pas créer un compte qui est pas avec ton prénom et ton nom et ta photo, donc les gens font un peu plus attention quand même, tu vois, c'est un peu plus corporate. C'est pas trop dur d'évoluer dans ce secteur-là? Moi, sur Twitter, je refuse d'y aller. Ça faisait partie de mes questions d'après, ça aussi, Tu vas pas sur Twitter? Non. Parce que je me demandais, t'es spécialisé dans la crypto, et je me demandais pourquoi t'étais pas sur Twitter. Pour cette raison. Est-ce que tu vas t'inscrire sur Threads, du coup, le nouveau réseau social de Meta? Je me suis dit que j'allais le faire, Parce que je me disais, t'es pas encore arrivé, et je me disais, ça serait cool de t'avoir, sachant qu'en plus, c'est lié à Instagram, donc tu pourrais un petit peu amener ta communauté, et du coup...
En fait, Threads, ils veulent faire un Twitter, mais avec moins de dérives et plus de contrôle. Ouais. Donc peut-être ça pourrait peut-être plus correspondre pour, tu vois, aussi des gens comme toi. C'est exactement ce que je me suis dit. Ça peut bien correspondre, je pense. Top. Donc la newsletter aujourd'hui, c'est combien ? C'est 62 000 abonnés. En un an, ça ? En un an et demi à peu près ? Non, ça fait 2 ans du coup. Enfin, ça fait 2 ans de lancement de newsletter, tu vois. Moi, je me demandais pourquoi tu la fais pas passer payante à un moment donné. C'est-à-dire que même si c'est très faible... tu vois, moi, si j'avais une newsletter comme ça, que c'était mon métier à temps plein, je me dirais, bon, bah, quand même, je produis du contenu, je passe mes journées à décrypter les marchés, à prendre les bons tips, etc. À un moment donné, c'est normal que je fasse payer mes tips, tu vois. Et alors, je dis pas que tu mettes un prix que les gens ne pourraient pas se payer, mais moi, je verrais bien un petit truc, tu vois, même 1 euro par mois, un truc tout bête, symbolique, mais pour que ton travail soit rémunéré, que tu puisses avoir une source de revenus par rapport à ça. C'est quoi ta stratégie par rapport à ça ? Alors, j'ai jamais voulu le faire parce que mon positionnement de base, ma mission, tu vois, c'est je veux rendre les cryptos simples pour des gens qui sont pas du tout des geeks. Tu vois, c'est des gens, des fans d'Harry Potter et des L5 à leur époque qui trouvent pas leur contenu, enfin, tu vois, qui trouvent pas le contenu qu'ils veulent sur ce sujet-là. Et du coup, ça peut pas du tout aller. Enfin, ça fonctionne pas pour moi avec le fait de devoir payer pour avoir de l'information, etc. Mais de toute façon, vu que j'ai des encarts publicitaires, ça fonctionne. Et que je vends une formation aussi, finalement, l'un dans l'autre, je m'y retrouve très largement dans ce business. Combien ça vaut un encart publicitaire dans une newsletter aussi connue que la tienne, qui a 62 000 abonnés ? Donc tu fais partir, on va dire, donc 62 000 mails par semaine, vu que tu fais une newsletter par semaine. Exactement, ouais. Combien ça coûte pour un annonceur d'avoir accès à son cœur de cible, on peut dire ? Ouais, ben ça coûte 4 000 €. 4 000 €. Ok. 4 000 Et tu n'as il n'y a qu'un encart dans la newsletter Ouais. Ok. 62 000. Donc demain, si tu es à 150 000, ça coûtera peut-être 8 000, potentiellement. Ouais, ou alors si les cryptos repartent en fame, tu vois, même si j'ai pas plus d'abonnés, ça coûtera beaucoup plus cher, par exemple. Est-ce que tu es impacté par les tendances de marché ? Totalement. Dans le sens où il y a eu le bull run, tout le monde s'y est intéressé. Là, en ce moment, le marché est un peu mort, on va dire. Ouais. Est-ce que tu arrives toujours à intéresser autant les gens qu'en phase de bull run ? Pas du tout. Pas du tout, parce que j'intéresse des gens qui sont... Enfin, mon cœur de cible à moi, c'est les débutants. C'est ceux qui viennent sur le marché. Donc en fait, quand il n'y a plus que les gens qui sont un peu des initiés, j'intéresse très peu de nouvelles personnes. Donc en ce moment, ma croissance, elle est plutôt flat. La bonne nouvelle, c'est que comme j'ai sorti un nouveau produit, j'ai quand même réussi à doubler mes revenus. Ça, c'est cool. Mais c'est sûr que je suis en préparation pour le prochain bull run et pour faire exploser les scores à ce moment-là. Parce que c'est en phase de bull run qu'il y a justement des nouvelles personnes qui s'intéressent à la crypto et qui peuvent venir découvrir. Oui. Sinon, t'as pas de nouveau, donc t'as ta base, mais t'es un peu bloqué, quoi. J'ai toujours une croissance. La newsletter, il y a toujours entre plus 300 et plus 500 abonnés par semaine. Mais c'est beaucoup moins grand qu'à l'époque où les cryptos étaient plus en fame. J'étais à plus de 2500 par semaine et sans forcer, tu vois. Est-ce que t'as un site internet ou pas ? Ouais, qui est en train d'être refait parce qu'il est vraiment pourri. Ok. Mais j'en ai un. Ok, non, parce que je me dis, dans ta stratégie globale, avoir une newsletter, en fait, t'es un peu un média. Déjà, aujourd'hui, tu produis du contenu sur TikTok. En fait, ce contenu-là pourrait être aussi écrit sur un site et avoir de la visibilité. On sait que les sites fonctionnent très bien. Mais attends, au moment où il sortira le podcast, mon site, il aura été refait. Donc, je vais redire, j'ai un site internet et il est trop cool. Site, ouais. Ça dépend, tu le sors quand parce que... Le 25 juin. Juillet. Le 25 juillet. Ah oui, donc là tu le sors là. Oui, je pense qu'on n'aura pas sorti l'épisode. Ouais. Tu vois. Ok. Et donc tu comptes lancer un peu un média avec ton site, même avec un petit onglet pour s'inscrire à la newsletter, tout ça. Exactement. Ouais. Il y a tout ça. Après, quand je vois la visibilité que je fais sur les réseaux sociaux, jamais je pourrais atteindre cette visibilité-là avec un site internet. Non, par contre, si tu arrêtes de poster sur TikTok, par exemple, t'as plus de vues, alors que si t'as un site, t'auras toujours peut-être du... Ouais, c'est pour ça qu'il y est quand même. Ok. Et donc, ton audience, c'est vraiment ce qu'on peut appeler les néophytes, c'est-à-dire quelqu'un qui veut découvrir, qui s'intéresse et qui veut découvrir les concepts. Ouais. Mais pourquoi tu t'attaques pas aussi aux initiés, dans le sens où ça fait 4-5 ans que tu y es tous les jours? Donc même un initié n'a pas le temps de porter autant de temps que toi. Est-ce que tu as prévu au bout d'un moment de leur dédier une offre aussi? Ce que je fais, c'est qu'il y a certaines newsletters qui sont un peu plus techniques que d'autres. Donc j'essaie d'alterner un peu les contenus vraiment très newbie et un peu plus techniques. Mais de base, c'est les débutants qui m'intéressent. Parce que je trouve que l'offre de contenu pour les gens qui s'y connaissent, elle est déjà très, très, très dense. Il y a plein de gens qui font des trucs très bien déjà. Ouais, en fait, il y a plein de verticales. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, sur la verticale vraiment des néophytes, des gens qui veulent s'intéresser à la crypto et rentrer dans ce marché-là, pour le coup, là, il y a plus personne qui s'est attaqué à ce marché-là, on peut dire. Je trouve qu'il y a personne qui fait du bon contenu. Ok.
Et c'est bien Substack alors pour faire des newsletters ou pas? Parce que moi j'ai vu le template, ça avait l'air sympa, il y a plein de call to action et je me disais putain c'est la seule newsletter un peu technique que je connaisse, tu vois, parce qu'on reçoit toujours des newsletters. Est-ce que Substack c'est pas un meilleur outil que les autres parce que je sais pas, quand je la reçois, il y a une vraie expérience, quoi. Sur la mienne, tu veux dire? Ouais, sur la tienne, ouais. Alors, peut-être que tu as cette impression-là parce que je mets toujours un gif de moi en introduction, etc. C'est des trucs que j'ai fait parce que comme mon acquisition, je la fais sur des réseaux où on voit ma tête tout le temps, je me disais, si les gens, ils ont cliqué sur s'abonner via TikTok, derrière, ils reçoivent un mail, ils savent pas qui je suis, c'est foutu, quoi. C'est pour ça que j'ai mis ma tête, donc il y a peut-être un peu de ça. Sinon, en outil, moi je suis passée par Substack parce que je connaissais que ça à l'époque, mais il y a un outil français qui s'est lancé il y a pas longtemps, qui est génial, qui s'appelle Kessel, K-E-2-S-E-L. Et eux, ils sont au top, et c'est eux qui hébergent la newsletter qui va sortir de Hugo Décrypte. Enfin, ils sont vraiment en train de faire des trucs vraiment bien, et c'est des gens gentils en plus, je les adore. Peut-être tu vas passer chez eux alors un jour. C'est un projet qu'on a conjointement depuis longtemps, mais en fait, ça fait beaucoup de travail de faire une migration. Pour l'instant, mis à part que je les adore, j'ai pas vraiment de raison de le faire, tu vois. Je vois très bien. Et en plus, surtout qu'avec les newsletters, il y a un vrai sujet de délivrabilité. Ouais. Est-ce que tu t'y connais aussi un peu là-dedans, ou c'est vraiment ton prestataire qui gère tout ça, dans le sens où plus t'as d'ouverture, plus t'apparais bien. Ouais. Est-ce que t'as jamais eu peur de tomber un petit peu parfois dans des spams? Il y a un score, mais j'ai oublié le nom, c'est FYI, ou je sais pas si tu vois, c'est ton score de qualité, et si tu descends en dessous d'un score, tu peux plus apparaître dans la boîte de... tu passes en promotion sur Gmail. Ouais. Oui. Alors j'ai trop de chance parce qu'avec Substack, j'ai vraiment pas ce problème. Je suis toujours au-dessus de 60% d'ouverture. Avec 62 000 personnes 60% d'ouverture. Au-dessus, sur chaque email. Okay. C'est énorme comme stat, non? En moyenne, c'est 68% d'ouverture. Oui, mais les stats sur les newsletters classiques, c'est beaucoup moins, non? Ouais, c'est autour de 30%. C'est autour de 30%, ok. Ouais. Donc je sais que je suis hyper chanceuse dans mon... Oui, comme du coup, t'as beaucoup de gens qui ouvrent et qui jouent le jeu, en fait, t'as des bons scores, quoi. Oui. Mais et puis aussi, comme c'est ton métier principal, peut-être que j'ai apprécié ta newsletter aussi parce qu'à mon avis, t'as dû faire du test and learn énormément. C'est-à-dire que ta newsletter de la première à aujourd'hui, j'imagine qu'elle a un petit peu évolué, non? T'as dû rajouter des petits boutons ou Ouais. Parce que tu peux tracer les clics aussi aux endroits, non? Non, pas tellement. En fait, parce que moi, j'utilise Mailchimp pour la newsletter. Voilà. Ouais. Et moi, je peux voir quand la personne a cliqué sur un lien, je peux avoir les taux de clics selon les liens dans le... Oui, parce que Mailchimp, c'est vraiment un outil vachement plus marketing. Alors que Substack, c'est un outil genre un peu de newsletter personnel. Genre pour écrire ton journal intime et l'envoyer à ta communauté, quoi, limite. C'est pas du tout... C'est ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est pour ça, je viens de comprendre en fait pourquoi j'ai appris. Parce que j'ai l'habitude, moi, des newsletters marketing. Exactement. Et là, je sens le truc plus... je sais pas si on peut dire... Pas lifestyle, mais familier. Exactement. Un peu blog, un peu... Bah, c'est la volonté... on sent vraiment que t'envoies un email... oui, de personne à personne. C'est quelqu'un qui t'envoie... Voilà, de personne à personne. Il y a vraiment ce sentiment-là qui est. Oui. Donc ça, je pense que c'est une réussite pour toi. Oui. De pas être tombé dans le cliché du mail marketing. Ça serait trop... Enfin, c'est vraiment mon pire cauchemar. Moi, les mails marketing, je les lis jamais, même des boîtes que j'aime, donc... Et là, Kessel, du coup, c'est la nouvelle solution française, je connaissais pas. Ouais. Donc c'est un Substack-like, mais... Mais français. Donc au niveau de la crypto, est-ce que toi, t'as commencé à investir un petit peu dedans? Ah bah oui, t'as commencé, énormément. Est-ce que tu réinvestis... Combien tu réinvestis de ce que tu gagnes dans la crypto aujourd'hui? J'investis... en réalité, j'investis plusieurs milliers par mois... parce que j'ai un plan. Si tu veux, en crypto, t'as plein de méthodes d'investissement en crypto, mais la mienne, en l'occurrence, c'est d'investir par cycle. Et donc là, en ce moment, on est quasiment au plus bas d'un cycle. Et donc moi, je suis en phase qu'on appelle d'accumulation. C'est-à-dire que je sais très exactement toutes les cryptos de mon plan, à quel prix je veux les acheter sur l'année. Et donc mon but, c'est de les acheter au maximum au prix que j'ai défini, voire moins cher. Et ensuite, pour les revendre au plus haut du prochain cycle, donc d'ici 2 ans à peu près maximum, tu vois, pour faire les bénéfices de mon plan. Donc moi, je suis le plan, quoi. Trop intéressant. Non, je trouve ça super intéressant. Du coup, en fait, toi, quand il y a les bull runs qui arrivent, toi, t'as déjà accumulé en avant dans les cycles bas. Et moi, puis, en fait, quand t'attends le bull run, tu fais preuve de patience et t'attends de retomber sur un cycle bas pour accumuler. C'est ça. Et quand tu accumules, tu fais ce qu'on appelle du DCA, c'est-à-dire que t'achètes pas tout le même jour. Oui, parce que si tu dis que tu dépenses au fur et à mesure, tu réaccumules dans la durée, j'imagine, non? Oui, enfin, moi, je fais pas exactement un DCA parce que comme je définis, par exemple, sur le Bitcoin, ça fait partie de mon plan. Moi, j'ai défini que le prix auquel je voulais acheter le Bitcoin cette année, c'était 30 000 € en moyenne.
Donc, à chaque fois qu'il est en dessous, j'en investis un maximum pour faire baisser mon prix d'achat sur l'année. Donc, tu vois, je fais pas vraiment du DCA, du style j'investis tous les mois sans regarder. Parce que comme je suis beaucoup, je peux adapter un petit peu. En fait, tu fais du DCA, mais sur la base d'un plan et d'une connaissance de marché. Optimisé. Tu fais du DCA optimisé, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi ton plan, alors ? Je peux pas... Ça, tu peux pas le dévoiler ? Non, je peux pas le dévoiler comme ça demande trop d'informations. Ok. Est-ce que tu pourrais dire... Ouais. Est-ce que tu investis en Bitcoin ? Peut-être tu peux nous dire un petit peu... En fait, ce que je peux te dire, c'est un petit peu comment fonctionne mon plan, à la limite. C'est-à-dire que moi, typiquement, j'étais persuadée que j'étais un profil de risque les plus risqués. Dans le sens, genre, je m'en fous de tout perdre. Et en fait, je suis pas vraiment ça. Je suis un tout petit peu moins risquée que ça. Et du coup, j'ai adapté mon plan d'investissement. Moi, j'ai séparé les cryptos en différentes catégories par leur possibilité de rendement et leur risque. Et donc, j'ai une partie de mon plan sur les cryptos que j'estime être extrêmement sûrs, Bitcoin et Ether. Ensuite, j'ai une partie de mon plan sur le top 15 des cryptos, sur celles qui m'intéressent. J'ai une autre partie sur le top 100. Et après, j'ai une petite poche pour les pépites que je découvre, sur lesquelles je mise. Et donc, en fait, c'est la somme de ce truc-là qui fait mon plan d'investissement, où pour chaque crypto, j'ai défini des potentiels de prix de sortie par rapport à ce que je connais de la crypto et du marché pour pouvoir sortir au bon moment, au meilleur moment pour moi. Donc sortir, ça veut dire revendre pour faire un maximum de rendement par rapport au prix auquel j'ai acheté. Donc ça, c'est la totalité de très clair. Mon fonctionnement. Tu as déjà prévu du coup pour chaque crypto que tu as acheté, est-ce que tu as déjà placé des ordres de revente limite tellement tu es sûr de à quel moment tu le revendrais ou quand même tu attends de voir comment le marché évolue ? Et est-ce que tu n'as pas peur justement en faisant ça que si tu... je dis une bêtise, tu as une crypto que tu achètes le prix à 1 000 euros pour un token. Enfin, non, un token, ça serait peut-être trop, mais bon, bref, on va prendre un exemple. Si tu prends 1 000 euros, ok, non, okay, mais 1000 euros, on va dire ça. Voilà, 1 000 euros. Et tu te dis, moi, je veux faire x2 sur cette crypto, je le sens très bien. Et du coup, tu mets ton ordre de vente à 2 000, mais le problème, c'est que entre temps, il y a une énorme news qui fait que le truc va monter peut-être à 20 000. Ouais. Est-ce que tu vends 100% quand tu arrives Enfin, comment tu t'ajustes pour tes reventes ? Est-ce que tu as déjà mis tes ordres ou pas ? Alors déjà, moi, je peux pas mettre d'ordre parce que j'ai investi sur tellement de plateformes différentes et aussi dans la défi, donc tu peux pas forcément mettre d'ordre, que du coup, je fais pas comme ça. Okay. Par contre, j'ai défini des hypothèses de vente. C'est-à-dire que j'ai des hypothèses qui sont très safe et des hypothèses qui sont incroyables. Et donc, du coup, je définis une partie de revente par hypothèse. Ce qui me permet, moi, de garder quand même, mais de me laisser une chance de plus. En gros, ça, c'est par rapport à mon profil d'investisseur. C'est très clair. Du coup, en fait, par exemple, une fois que tu as fait x2, tu revends 50%, ce qui fait que ça rentabilise ce que tu as misé, plus peut-être un peu de gain. Et par contre, tu laisses le reste qui peut s'optimiser c'est ça. Dans le futur. C'est ça sur 4 prix différents. Sur 4 prix différents, donc tu as plusieurs échelles. Ouais, Est-ce que tu as un plan aussi là-dessus que tu pourrais partager ou pas ? Alors, je peux pas le partager. Mais par exemple, ça peut être, moi je vais dire un truc comme ça au hasard, quand le prix a doublé, je revends 50%. Ouais. Ensuite, je vends 25% supplémentaires si ça a redoublé. Ouais. Hein, et tu vois, par exemple. Hein, oui, bah, c'est exactement ça. En gros, c'est ça. ce que moi j'appelle un plan de sortie, tu vois. Pour moi, en crypto, il faut prévoir toutes les hypothèses. Et si tu les as toutes prévues et que tu as un plan d'action par hypothèse, tu es sûr que tu vas jamais être dans la merde et que ce que tu fais, ça va maximiser par rapport à ta situation, tes rendements. Donc c'est ça que moi je fais, c'est ça que j'enseigne. En tout cas, toute la méthode et la réflexion que moi j'utilise, c'est ça que j'enseigne dans ma formation, typiquement. Et dans tous mes contenus gratuits, je donne un peu des previews de comment est-ce qu'on fait, quoi. Après, le problème de ça, je trouve, c'est que à vouloir être trop gourmand parfois, si tu mets, par exemple, tu vends 50% si ça double, les 25% après si ça double et les 25% d'année si ça redouble. En fait, les 25% d'année, si ça redouble jamais, tu peux te retrouver avec la crypto et si elle meurt en temps, tu les as perdus d'une certaine manière. Oui. Est-ce que je crois que c'est Warren Buffett qui disait ça, il disait qu'il s'est toujours enrichi en sortant trop tôt. Est-ce que toi, c'est ce que tu recommandes aussi vaut mieux prendre son gain, vaut mieux 1 que 2, tu l'auras? Je suis d'accord avec ça. Pour moi, c'est aussi que sur chacune des cryptos, j'ai des to-do de qu'est-ce que je fais si elle perd 10%, qu'est-ce que je fais si elle perd 30%, est-ce que je revends tout, est-ce que machin. En fait, j'ai prévu tous les scénarios possibles. Du coup, moi, je sais quoi faire dans chaque situation. Et pour chaque crypto dans laquelle j'investis, je sais très exactement où est-ce qu'elle en est, quelles sont ses chances, quels sont ses risques, etc. Donc, quand tu fais les choses en connaissance de cause, t'as pas vraiment de... Tu vois, ça peut pas m'arriver un truc que tu décris, genre j'ai gardé mes 25% et puis la crypto elle meurt, ça peut pas m'arriver à moi. Non, ça. parce que tu auras déjà prévu de revendre si ça a chuté. Exactement. Et est-ce que tu es en contact avec certains projets ? Parce que vu que tu as de l'influence, moi si j'étais une crypto française par exemple,
je viendrai te voir pour faire de la pub dans ta newsletter, et puis j'aurai un certain contact avec toi. Est-ce que t'as déjà entendu parler d'un beau projet français qui allait se lancer, que tu partages à ta communauté? Ça s'appelle Délit d'initié, ça, c'est pas possible. Ça s'appelle pas Délit d'initié parce que, si jamais je parle d'un projet et que c'est une pub, je leur dis de toute façon. Et c'est pas du délit d'initié. Oui, mais s'il y a un projet qui dit on va faire un partenariat, tu vois, en avance. Et moi, je le dirai pas. Oui, mais si le partenariat n'est pas acté encore, non, ils ont pas communiqué sur le partenariat. Ouais. Par exemple, je te dis une plateforme de jeux vidéo qui ferait un énorme partenariat avec Ubisoft. Ouais. Qui est acté, mais ils vont communiquer genre dans une semaine et toi ils te le disent avant. Est-ce que tu as déjà été dans des situations? Non, ça m'est jamais arrivé. Ce genre de truc, j'ai jamais eu des infos en avant-première. Si jamais j'ai des infos, je les dis, tu vois. Tu partages tout en transparence. Ouais. Et puis en plus, c'est ridicule. Enfin, tu sais, genre les projets dont je vais parler comme ça, c'est des projets qui vont représenter genre même pas 0,5%, tu vois, de mon plan d'investissement total, par exemple. Donc, tu peux pas parler d'un truc comme si c'était. Faut remettre les choses dans leur contexte, quoi. Bien sûr. Est-ce que tu as déjà refusé de parler d'un projet parce qu'il correspondait pas à tes valeurs? Plein. En fait, tu refuses de la publicité la régulièrement. majorité de mon temps, c'est d'évaluer mes partenaires pour savoir si je veux ou pas bosser avec eux. Enfin, c'est vraiment... j'ai une journée par semaine qui est dédiée à ça. Tellement t'as de demandes? Il y a beaucoup de demandes, ouais. Ok. Donc t'as tellement de demandes que même si t'as un encart par semaine, faut que tu choisisses le meilleur projet pour toi, enfin qui fait le plus sens. Oui, parce que j'ai pas envie, tu vois, d'être associée à des trucs où finalement c'est de la merde, ou ma communauté c'est des newbies, donc j'ai envie aussi que je puisse leur expliquer facilement ce que c'est. Et la formation, comment ça fonctionne alors chez toi? Combien ça coûte et comment ça s'établit? C'est en présentiel, c'est en ligne? Comment ça fonctionne? Alors non, c'est en ligne. Donc il n'y a pas de présentiel, etc. Et le prix, le prix, on est en train de le revoir parce que je suis en train de tourner une mise à jour de la formation cet été. C'est un gros job. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir un setup aussi beau que toi. Je te le prêterai si tu veux. Ça. Après, je sais pas si moi j'essaie de faire une ambiance un peu très cosy, et toi c'est une ambiance un peu plus c'est un peu plus froid, peut-être un peu plus je vois. Non, ça fonctionne. Un peu plus peut-être start-up, ouais, exactement. Plus, je vois très bien l'ambiance dont tu parles. Un peu plus studio, coworking et tout, je vois. Moi je veux faire un truc vraiment très à la maison avec des matières chaudes, etc. Moi je suis à la maison aussi là, mais je sais, mais ta maison à toi c'est un peu plus froid, c'est un peu plus genre Startup Nation qui a réussi, tu vois. Je vois très bien. Et alors du coup est-ce que c'est du e-learning, c'est-à-dire que les vidéos tu les as déjà pré-montées? Ouais. En gros, il y a une 60aine de vidéos. Ah oui, quand même. Qui sont... mais courtes, c'est vraiment très digérable facilement, tu vois. C'est entre 5 et 10 minutes de vidéos avec des exercices, avec des quiz, des trucs à faire. Enfin, voilà, tout est vraiment pré-mâché pour que tu rentres, tu sais pas ce que c'est qu'une crypto, et tu sors, t'as les bases de faire un plan d'investissement, tu connais le marché, t'es pas perdu, quoi. Ça dure combien de temps, à peu près, ça, si tu veux te former? 6 heures, je dirais. 6 heures? Ok, 6 heures pour se former. Moi, je pensais que c'était plus, parce que s'il y a 60 vidéos... Oui, mais c'est des vidéos de 5 mais après, il y a des petits tests, j'imagine, le temps de les digérer. C'est vrai que j'allais dire, c'est 6 heures de vidéo. Oui, c'est 6 heures de vidéo, mais en gros, tu te les fais peut-être sur un mois, ou non, peut-être 2 semaines. Mais ouais, je pense sur 2 semaines, tu peux c'est vrai quand tu connais rien, parce que tu lis une vidéo, tu la digères, après peut-être... Voilà. C'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte, peut-être sur un mois, t'es bien. Ok. J'aime bien ton plan, en tout cas. Donc, t'as dit les cryptos sûrs, pour toi, c'est Bitcoin, Ethereum. Oui, c'est les plus sûrs du marché, de toute façon. Il n'y en a pas d'autres pour toi. Dans ton plan sûr, Ouais, c'est elle, la catégorie A des cryptos les plus sûrs, c'est celle-ci. Après, dans le top 15, tu mets les 13 d'après, ou pour toi, il y a un plan un peu différent? Non, dans le top 15, c'est que j'ai choisi des cryptos du top 15, mais je les choisis pas toutes. Moi, j'évalue la meilleure rentabilité passée, les plus de chances de faire une bonne rentabilité future, est-ce que j'aime ou pas le projet, il y a beaucoup de choses que j'évalue. Est-ce que tu vas sur des projets, des petites cryptos, ou par exemple des altcoins, qui ont des projets, où tu vas directement sur leur site stacker, par exemple, avec leur wallet? Est-ce que tu le fais, ça aussi? Oui, je le fais, ça représente une toute petite partie, c'est la partie la plus risquée de mon plan d'investissement, mais je le fais. J'en ai d'ailleurs pas mal. Et là, en ce moment, tu es dans une phase d'accumulation. Ouais. Donc ton idée, c'est d'accumuler tant que ça repart pas, tant que les prix sont bas. Oui. Ok. Combien de cryptos tu connais aujourd'hui? Parce qu'il y en a tellement, tu as dû en voir tellement passer. Que tu as dû voir passer. Enfin, ça doit être... Je sais pas, des centaines. C'est des centaines et des centaines. Même tu les as de tête quand on te dit des noms comme ça. Non, parce que, tu sais, j'oublie au fur et à mesure. Il y a un ami qui m'a parlé d'une crypto qui s'appelle Atom il y a pas longtemps. Il m'a dit que c'était pas mal. Est-ce que tu en as entendu parler? Oui, c'est une crypto qui est relativement connue, Atom. Ouais, c'est vrai que c'est relativement connu. Est-ce qu'elle est vraiment bien ou pas? Comme ça, quand il verra la vidéo, il me dit que c'est vraiment le futur, que c'est une bonne crypto.
Ben, moi, j'en ai entendu du bien, mais j'ai pas, là en tête, j'ai aucun élément qui me permet d'argumenter sur le sujet parce qu'il faudrait que je me replonge un peu dedans pour te dire. C'est une crypto très connue, mais ça fait pas partie de celle que tu as le plus creusée, on va dire. Pas dernièrement, en tout cas. Ok. C'est plutôt ça fait pas dernièrement. Tu penses quoi des plateformes? Parce que moi, par exemple, j'aimais bien acheter des altcoins parce que justement, j'avais un profil un peu à risque. Est-ce que je peux te couper? Vas-y. Sur altcoin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent altcoin pour... Enfin, je sais pas ce que tu veux exactement dire avec ça, mais altcoin, c'est ce qu'on utilise comme mot pour parler de toutes les cryptos qui sont pas le Bitcoin. Ah non, du coup, c'est pas ce que je voulais dire. Okay. Donc, t'as bien fait de me reprendre. Non, pour moi, altcoin, c'est vraiment les petites cryptos avec des market cap très basses. Ah oui, voilà. Ok, d'accord. Donc, ouais. Donc, t'as raison. Je sais pas comment on pourrait les appeler, mais ouais, moi, je pensais que les altcoins, c'était vraiment les petites. Alors que non, en fait, Atom, c'est un altcoin pour toi. En fait. Oui, enfin, disons dans la définition officielle, mais je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça, mais c'était juste pour être sûr qu'on parle de la même chose. Et du coup, sur les plateformes, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on a vu les problèmes de FTX qui font faillite, etc. Qu'est-ce que tu recommandes? Parce que moi, par exemple, je suis allé acheter des cryptos sur KuCoin parce qu'il y a plein de cryptos que j'aimais bien. Ouais. Je crois que c'est coréen ou je sais plus. Peut-être, ouais. Mais voilà, la plateforme, je l'aimais bien. Il y a des cryptos que j'aimais bien. Mais est-ce que finalement, toutes ces plateformes-là, c'est pas un peu risqué? À tout moment, elles peuvent sauter et tu perds tout, tu vois? Ouais. Ok. Ouais, c'est archi risqué. Enfin, moi, Même Binance, tu dirais que c'est risqué d'avoir son argent sur Binance ou pas? En fait, je te dirais que c'est risqué, mais que Binance, si eux ils tombent, il y aura plus de crypto. Hein. Enfin, genre, en fait, tu sais, je me dis, c'est comme dans les banques traditionnelles. Je sais plus comment ils appellent ça. Too big. Ah oui, too big to fail ou un truc comme ça. Genre, c'est ça. Enfin, too big to fail, si Binance il tombe. Alors, tu penses quoi justement de la crypto, le BNB? Parce que moi, à un moment donné, j'en parlais avec un pote et on se disait, le BNB, franchement, c'est la future banque, tu vois, 3.0. J'y crois grave. Il y a un énorme potentiel. Est-ce que tu es un peu BNB maximaliste ou pas? Est-ce que tu as un avis sur cette crypto-là? Si c'est bien le BNB. Bah, je suis pas sûre, parce que c'est quoi que tu veux dire par BNB? C'est la crypto de Binance. C'est bien le BNB, le nom de cette crypto-là? Probablement. Je l'ai peut-être juste plus en tête, mais oui. Est-ce que tu crois dans Binance ou est-ce que tu penses qu'il pourrait faire faillite du jour au lendemain? En ce moment, alors je crois J'ai l'impression qu'il y avait une réglementation assez forte, notamment sur crypto.com aussi, aux États-Unis, que c'était compliqué pour eux. En ce moment, en termes de régulation, c'est compliqué pour toutes les plateformes. Donc moi, je fais partie de ces gens qui pensent encore que Binance ce sont les plus solides dans tous les cas. Donc s'il leur arrive un truc, c'est la merde. Néanmoins, en ce moment, j'ai que 30% de mes cryptos sur Binance. Tout le reste, c'est en sécurité à d'autres endroits, etc. Parce que dans tous les cas, je pense que c'est pas très safe dans un environnement qui est un peu mobile comme ça, d'avoir toutes ces cryptos au même endroit. Ça déjà, c'est archi risqué. Donc voilà. Franchement, là, en ce moment, il se passe tellement de trucs en termes de réglementation que je trouve que c'est compliqué pour tout le monde. J'attends un peu de voir comment ça va s'organiser d'ici la sortie du podcast. Tu mets ça sur des clés ou pas, toi? Tu mets ça, c'était quoi, des clés Ledger? J'ai des clés Ledger, j'ai des portefeuilles en ligne aussi. Okay. Donc j'en ai plusieurs. Et après, j'ai aussi de l'argent sur beaucoup de plateformes différentes. Ce qui d'ailleurs est pas archi malin. Parce que ça serait pas très rapide pour moi de bouger tout mon argent en même temps. Quand tu dis plateformes différentes, c'est des plateformes d'achat comme Binance, mais il y en a plusieurs. Ouais. En même temps, c'est pas mal. Je trouve que tu divises ton risque. C'est-à-dire qu'il y en a une qui saute d'une certaine manière, ce qui serait chiant parce que tu perdrais. Ouais, mais par contre, ça te rend moins agile. C'est-à-dire que si tu as besoin de bouger tous tes fonds en une heure, tu peux pas là. C'est chaud. C'est chaud. Et aussi, elles sont quand même toutes pas mal liées, tu vois. Donc s'il y en a une qui fait faillite et qu'elle entraîne d'autres dans sa chute, ça peut m'arriver, tu vois. Enfin, c'est quand même un environnement. C'est un peu le Far West quand même, les cryptos. Donc il faut. Et combien donc tu m'as dit que tu investissais des milliers d'euros par mois, mais une proportion, tu pourrais pas donner une proportion de combien tu as investi de ce que tu gagnes, parce que par exemple si tu réinvestis 50% de ce que tu gagnes, ça veut dire que tu serais vachement à risque sur le marché des cryptos, quoi. Ouais, là c'est difficile. En réalité, j'ai même pas le chiffre parce que avec les gains qui arrivent, je sais pas combien est-ce que je vais réinvestir derrière. Franchement, je sais pas. Difficile. Ok. Combien ça peut coûter aussi un post avec toi sur TikTok ou ce genre de choses, à condition déjà que tu le valides, parce que j'imagine que avec les demandes que tu as, il faut déjà passer par cette case-là. Ouais. Mais une fois que tu as validé, est-ce que tu pourrais communiquer ce que ça coûte d'avoir un post avec la plus grosse influenceuse crypto en France? Je sais pas si je dirais ça, mais je les facture 3 000 € les posts sur les réseaux sociaux. Et tu mets partenariat rémunéré? Ouais.
absolument. Et 2500 € sur LinkedIn. Ok. Donc là, je t'ai donné vraiment tous mes... Ah, ça, sur LinkedIn, je t'ai battu. J'ai déjà pris plus. Combien? J'ai déjà pris jusqu'à 5000 € le post. Ah ouais? Ouais, j'étais content. Parce qu'un post écrit, c'est plus facile qu'une vidéo, tu vois. Un post, en fait, moi, comme j'ai l'habitude d'écrire... oui. Comme j'ai l'habitude d'écrire, ouais, t'as raison. Non, finalement, tu prends... Oui, t'as raison. Peut-être pour toi. Mais c'est vrai que moi, j'ai tellement écrit de posts sur LinkedIn que écrire un post, ça peut me prendre 15 minutes. Et ce jour-là, je me suis dit... C'est dingue, l'influence. Ouais. En 15 minutes, j'ai gagné 5000 €, pardon. Ouais. Et ce jour-là, c'est marrant parce que je gagne beaucoup plus avec mes autres activités. Et pourtant, ce sentiment d'avoir gagné beaucoup d'argent, eh ben, je l'ai jamais eu autant qu'à ce moment-là. Ah ouais, bah, je comprends totalement ce que tu veux dire. Mais moi, ce sentiment-là, il est dingue. Je suis hyper heureuse de savoir que tu as vendu un poste 5000 € parce que ça me fait penser qu'il faudrait que j'augmente mes prix. En fait, quand j'ai commencé à sponsoriser... Je l'ai fait une fois. Hein. Ouais, mais... Non, je suis plus sur ces prix-là aussi. Quand même. Mais c'est chic, je trouve. Quand j'ai commencé à sponsoriser des vidéos sur TikTok, je vendais 200 €. Alors que je faisais déjà une visibilité qui était très grande. Sauf que j'avais jamais parlé avec d'autres personnes qui le faisaient. Et un jour, j'ai parlé avec des gens qui faisaient même visibilité que moi. Et ils me disent qu'ils vendent leur truc 2500 €. Et là, j'étais là genre, ah putain, t'es tellement une bisu, meuf. Et du jour au lendemain, j'ai augmenté. Et ça a fonctionné. Bah, il s'est rien passé, tu vois. Enfin, juste, les gens ont accepté ce prix-là. Et j'étais là genre, oh là là, mais... Mais est-ce que tu es d'accord que ce sentiment de, je sais pas si on peut dire de gagner de l'argent facile, je trouve que c'est péjoratif parce que c'est pas ce sentiment-là, mais ce sentiment de se dire, moi c'est plus le sentiment en mode j'ai construit une communauté hyper rentable, mais il y a aussi ce côté j'ai construit une grosse communauté. Ouais. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est la récompense de tout le contenu que j'ai créé. Quoi. Quand t'es créateur de contenu, que tu te fais chier à créer des contenus tous les jours. Je suis d'accord. Le jour où on te donne 3000 € pour un post, en fait, tu te dis pas que c'est de l'argent facile. Tu te dis plus c'est ma récompense et elle est trop stylée la récompense. Tu vois. Ouais, je suis vraiment d'accord avec ça. Ouais. Et non, du coup, non, c'est pas vraiment le sentiment d'argent facile. Hein. C'est vraiment, c'est très rentable, quoi. C'est ça. C'est parce que gagner, je t'ai dit, 5000 € en 15 minutes, j'étais comme un fou. Ah oui. Parce que proportionnellement au temps investi. Est-ce que tu as une chaîne YouTube ou pas? Ouais, j'en ai une. Okay. Mais je poste vraiment rarement. J'avais fait un challenge une fois. C'était en décembre, il y a 2 ans, quoi, quasiment. Où j'avais fait une vidéo par jour pendant 1 mois. Et ça avait super bien marché parce que j'étais passée de 0 abonnés à genre 7 ou 8 000, un truc comme ça. Et en fait, après, j'ai arrêté et c'est long de faire des vidéos, putain. C'est énorme, mais tu les as déjà les vidéos sur TikTok? Pourquoi tu les mets pas en vidéo en short? Je les mets en shorts, par contre. Mais ça fait pas... moi, j'ai pas du tout une grosse chaîne sur YouTube. J'ai peut-être 10 000 abonnés maximum. C'est déjà bien de l'avoir développé en peu de temps comme ça, moi, je trouve. Mais alors, si je dois te donner un petit tips, un petit hack, j'ai un hack pour toi. En ce moment, il y a un Eldorado sur Facebook. Je sais que ça paraît bizarre. Mais je le fais aussi sur Facebook. Ah, tu le fais déjà sur Facebook. C'est trop bien. T'as vu les stats? Elles sont incroyables en ce moment. Elles sont incroyables. Les gens sous-estiment. Et c'est en ça que c'est important dans le digital d'avoir une culture un peu globale. Ouais. Parce que, tu vois, si tu parlais à un influenceur aujourd'hui de Facebook qui fait des vidéos, il dirait, mais pas du tout. Facebook, c'est dépassé. Il y a que des vieux, comme les gens disent, il y a que des jeunes sur TikTok, en gros. Ouais. Alors qu'en fait, sur Facebook, c'est là où tu peux potentiellement faire les plus gros buzz, les plus gros reach et cartonner. Ouais. Mais tu le fais déjà du coup. Du coup, une vidéo. Non, mais si, c'est super. Mais une vidéo, je la poste sur tous les réseaux, en fait. Tous les réseaux, ouais. YouTube, etc. Ouais. Donc, au niveau des. Est-ce que tu fais des NFT aussi ou pas? Est-ce que tu t'intéresses au projet NFT? Est-ce que tu as déjà acheté des NFT? Et est-ce que tu donnes des conseils aussi là-dessus ou c'est vraiment que crypto, toi? Alors, ça s'appelle les cryptos de Caro parce que c'est ce que les gens comprennent, mais en réalité, ça parle de tout le Web3, toute la blockchain, tous ces trucs-là. Donc, je traite des sujets NFT de temps en temps. Néanmoins, alors, j'ai jamais acheté de NFT. On m'en a déjà offert plusieurs fois, donc j'en possède. Mais je vais pas trop sur ce sujet parce que je trouve que c'est encore vraiment le Far West et que c'est genre 80% de bullshit et 20% de trucs cool. Et moi, j'ai besoin que ça... C'est genre que ça se digère un petit peu encore avant d'y aller. Tu fais super attention en fait, notamment à cause de ton audience, de pas balancer n'importe quoi. Donc tu prends vraiment... déjà, je fais jamais de partenariat avec des trucs NFT, ça jamais. Et pourquoi jamais en fait du coup? Parce qu'il y a des produits qui pourraient te plaire ou t'aimes bien le graphisme et tu dis sympa. Le travail que ça me demande d'évaluer si le projet c'est de la merde ou pas, il est trop grand. Parce qu'il y a 80% de bullshit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, moi, je vois NFT, et puis même si c'est pas bullshit, ça peut aussi cracher. Donc, dans tous les cas, il y aurait un risque trop grand. Dégage pour l'instant. Et plus tard, probablement que oui. Tu vois. Et sur un drop, par exemple, gratuit, je te dis ça parce qu'avec Eskimos, on lance une collection. Là, on en fait 1000, une édition gratuite. Si une entreprise comme la mienne venait te voir pour t'acheter un contenu sur ta newsletter ou pour pouvoir faire ce drop qui est gratuit,
Est-ce que même ça pourrait te gêner ou tu dirais finalement le drop, c'est un cadeau gratuit? Non, si c'est un truc où les gens ils vont pas dépenser de l'argent sans savoir. Limite, c'est bien, ça leur fait un cadeau. C'est ça. Okay. Ça, c'est un truc, c'est OK. Mais sinon, je vais pas vendre des projets qui vendent des NFT, alors que moi, ça me coûte trop de travail d'évaluer si le projet, c'est de la merde ou pas. Ok. Tout à l'heure, je t'ai dit, t'es l'influenceuse la plus reconnue en France sur la crypto, et tu m'as dit, peut-être pas, je sais pas. Est-ce que tu avais des noms en tête? Parce que moi, je vois pas... c'est-à-dire, en tant que nana, je connais pas beaucoup... Enfin, je connais pas vraiment d'autres nanas, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ouais. Mais il y en a de plus en plus, non? Des mecs, il y en a plein. Des mecs, il y en a plein. Enfin, oui, beaucoup plus connus que moi, largement. Ouais. Mais des femmes, non? J'en connais pas trop, donc peut-être qu'il y en a, mais que moi, elles sont peut-être juste tellement dans le secteur crypto que moi, je les connais pas, typiquement. Mais il y a de plus en plus de concurrence, non? J'ai l'impression qu'il y a de plus de micro-influenceurs qui se lancent sur l'influence de la crypto. Alors, je t'avoue que je suis pas très alerte sur la concurrence. Je regarde jamais, donc j'en sais rien. Peut-être, mais... T'es concentré, ouais. En fait, ça m'intéresse pas du tout. J'ai un peu une tendance à me comparer, qui est facile. Et du coup, je veux pas regarder ce que font les autres. Je veux pas regarder les gens qui émergent ou quoi. J'ai pas envie de me stresser pour rien. À me dire, ça y est, tu vas être dépassé. Je veux même pas savoir, en fait. T'es focus sur ton projet, quoi. Ouais. Je sais pas si tu vois la photo. Ça me fait penser à une photo qui circulait en ligne où t'as 2 nageurs. Et en gros, qui sont sur 2 lignes différentes. Et donc, t'as celui de gauche où il y a écrit winner. Et en gros, pendant qu'il nage, il regarde droit devant. Ouais. Et à droite, il y a celui où il y a écrit loser. Et il est en train de regarder l'autre avancer, tu vois. Donc, toi, tu serais peut-être le winner en train d'avancer droit. Et puis, les autres qui viennent te critiquer et qui te regardent. Mais c'est plus parce que ça me stresse. Tu devrais leur mettre cette photo-là à ceux qui te critiquent d'ailleurs sur TikTok. Raison, je te l'enverrai, tu la trouveras facilement. Volontiers. Est-ce que tu t'es déjà dit peut-être un jour, j'aurai tellement de notoriété que peut-être je lancerai ma propre crypto autour de la newsletter et qui donnerait peut-être des... Tu vois, par exemple, si ta crypto, elle coûte... le token, il coûte par exemple $20. Ouais. Si tu l'achètes, t'as un accès dans la newsletter, t'as un bloc en plus, tu vois, ou un NFT. Ou voilà. Est-ce que t'as pensé à aller plus loin dans... Largement, ouais. C'est un projet que j'ai déjà creusé. Et donc, avec une équipe de développeurs, on a commencé à placer les bases pour que ça puisse exister facilement. Maintenant, là, en ce moment, j'avais pas envie de m'en occuper. Mais... ça pourra faire partie des possibilités d'évolution parce que j'ai déjà les bases techniques qui existent pour le faire. C'est quoi les bases techniques en gros? C'est créer les trucs pour plugger une crypto avec ton site internet, pouvoir créer les espaces, etc. Même techniquement, la doc de la crypto, etc. Enfin, c'est tous ces sujets-là, quoi. Ok, d'accord. Ah, donc, tu as déjà pensé à ça? Ouais. Ok, super intéressant. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien nous partager, qu'on aurait peut-être oublié? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Tu travailles de chez toi? Combien de vidéos tu fais par jour? En fait, en général, je commence la journée par faire une vidéo. Sauf si j'en ai d'avance ou quoi. Mais bon, en général, je fais ça. Et après, c'est très aléatoire, quoi. J'ai quelques rendez-vous, quelques podcasts à l'autre bout de Paris. Désolé. Je rigole. Et puis, il y a quoi? Peut-être un peu plus d'une journée par semaine qui est dédiée à la newsletter, à écrire la newsletter. Ok. Une journée et demie, je dirais. Tu travailles toute seule sur ce projet-là ou sur la newsletter? Ouais. Ouais, je suis toute seule. Ok. Ouais, je suis toute seule. Toute seule. Ouais. Après, tu sais, c'est un quotidien qui est hyper classique, finalement, En tout cas, j'ai l'impression que ton quotidien est plutôt simple parce que tu as une liberté un petit peu de faire un petit peu ce que tu veux vu que tu es ton propre patron. À côté de ça, des revenus confortables. Ça a l'air de plutôt bien fonctionner ce modèle-là, quoi. Est-ce que tu te verrais demain avoir une organisation avec des salariés et tout ou pas du tout? J'ai l'impression d'avoir découvert la liberté. C'est-à-dire que là, maintenant, toute seule avec ma boîte, je génère largement plus de chiffre d'affaires que quand on était 10 dans ma start-up. Et que je me tapais de bosser... énormément, de manager les gens, d'être toujours la personne qui motive tout le monde, etc. Là, j'ai pas de limite à mes revenus, j'ai pas de limite à ma créativité. Quand j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Quand j'ai envie, je bosse. C'est vraiment... Ça te manque pas le management parce que du coup, vous étiez quoi, une dizaine dans le premier logiciel RH, hein? Ouais. Donc tu manageais 9 personnes, ok. Et ça te manque pas du tout? Mais pas du tout, je déteste ça. Ok. Je crois que ça révèle des trucs qui sont pas jolis chez moi. Ok, d'accord. Bon, il y a de tout, mais le management, je te rassure, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas si simple. Hein, je crois pas que le manager parfait existe, tu vois, à mon avis. Donc, ça te plaît? Moi, ça me plaît, mais je suis pareil que toi. Enfin voilà, je dois avoir
Je pense que Tom, par exemple, là, qui est mon associé, qui est le directeur général, est meilleur que moi là-dedans. Ouais. Voilà. Super intéressant. Donc, ouais, non, j'ai calculé tes revenus. Donc, tu dois toucher, à mon avis, entre 20 et 30 000 euros par mois. Il faudrait que je te fasse Parce que si tu fais 4 postes à 4 000, ça fait 16 000 hein, déjà par mois. Donc, comme je calcule vite, puis quelques postes sponsorisés qui doivent t'emmener. Ouais, ça fait. Là, en fait, c'est plutôt sympa. C'est le double. Parce qu'il y a aussi la formation. Enfin, genre là, cette année, je vais faire 600K, je pense, de CA. 600K, parce que t'as pas de charge en plus. Donc j'ai pas de charge, non. Enfin, peu de charge. Parce que moi, j'aime bien parler des revenus comme ça, avec les solopreneurs. Ok, bah, c'est sympa de ta part. J'en ai parlé avec Ruben Tayeb, que tu connais aussi. Ouais. Et en fait, j'aime bien mettre en avant ça, parce que je trouve que dans la société, on met sur un piédestal un peu un format de réussite un peu classique, où plus t'as d'employés, plus c'est stylé, etc. T'as levé des fonds. Alors que des entrepreneurs qui ont des entreprises de 100 personnes ne gagnent pas ce que vous gagnez, tu vois. Oui. Et pourtant, je prends toujours cet exemple-là, s'il devait y avoir un dîner, on se dirait, le solopreneur freelance, tu sais, ouais, c'est clair. Toi, il dirait, il ferait sa petite newsletter. Oh, la petite influenceuse. Voilà, ou Ruben, on lui dirait, il écrit ses petits posts sur LinkedIn. C'est clair. Alors qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu vous, la nouvelle génération. Et en fait, j'aime bien mettre ça en avant parce que les gens n'ont pas compris ça, en fait. Ouais. Ils n'ont pas compris que vous êtes en train de tuer le game. Et qu'en fait, l'entrepreneuriat est en train d'évoluer. Il est différent. Et il y a une nouvelle école, voilà, il y a les nouveaux codes de TikTok, de tout ça. Et voilà, j'aime bien, moi, le mettre en avant, parce que moi, ça me touche beaucoup de voir des gens qui, tout seuls, arrivent à générer autant de richesses. Et des médias qui vont beaucoup plus mettre en avant, je te dis, un entrepreneur, par exemple, qui a une société avec 100 personnes, alors qu'en fait, ils perdent de l'argent, par exemple, tous les ans, ou qui gagnent pas du tout ce que tu gagnes, tu vois. Ouais. Vous avez des revenus qui sont juste énormes, en fait. Mais c'est aussi parce que c'est la nouvelle génération qui est comme ça. C'est la nouvelle ère, en fait, des influenceurs. Moi, c'est pas vraiment influenceur / entrepreneur, tu vois. Ouais, je dirais solopreneur. Solopreneur. Ouais. C'est super rare d'arriver à ces niveaux de revenus. Moi, pour le coup, quand je compare, tu vois, enfin là, c'est... Ça n'existe pas, hein. Non, mais quand je compare avec mes expériences précédentes, quand soit que j'étais salariée de start-up, soit que j'étais fondatrice de start-up, enfin, générer 600K tout seul, c'était pas un truc imaginable, mais jamais. Là, l'année prochaine, c'est quasiment sûr que je ferai 1 million. Et c'est un truc qui est crédible dans ma tête, tu vois. Alors que ça l'avait jamais été avant, dans d'autres... Et tu vois, par exemple, dans des sociétés, par exemple, pour certaines licornes, tu as des CEO de boîtes qui vont se payer, je te dis une bêtise comme ça, mais 200-300 000 euros par an. Donc toi, aujourd'hui, tu gagnes plus que la majorité des licornes françaises. Tu vas faire des CEO des licornes françaises. Ouais. Et en plus de ça, quand tu dis 1 million de chiffre d'affaires, toi, c'est 1 million presque de résultats. Presque. Oui, parce que tu dois avoir des petits frais, des petites choses comme ça, etc. Freelance de temps en temps sur des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un résultat énorme. Ouais. Et pour qu'une boîte fasse demain 1 million de résultats, faut peut-être qu'elle en fasse 10, 15 millions de CA, tu vois. Oui. Donc c'est vraiment pas donné à tout le monde, quoi. Est-ce que tu réalises ça ? Non. Ok. Pas du tout. Ouais, parce que t'as l'air plutôt simple, détente, voilà. Mais c'est ça qui est aussi sympa. Et moi, c'est ce que j'aime. Et c'est pour ça que je veux remettre sur un piédestal les gens comme toi ou comme Ruben, etc. Parce qu'en fait, au moins, il y a de la simplicité, il y a de l'humilité. C'est-à-dire par rapport à des entrepreneurs qui se la racontent un peu. Alors qu'au final, tu vois, toi, par exemple, tu viens avec ton humilité, ta simplicité, alors que tu gagnes 3 fois plus que certains entrepreneurs qui se la pètent un peu, voilà. Après, je sais que tout peut s'arrêter demain aussi, tu vois. Et ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est la même règle pour tout le monde. C'est vrai que c'est pareil pour tout le monde. Alors, la seule différence, parce que j'ai bien creusé le sujet, c'est que comme tu es solopreneur, c'est sur la base de toi et donc, du coup, tu capitalises moins. C'est vrai. Alors, quand tu as une entreprise, tu as des salariés, etc. Mais par contre, tu peux valoriser de la technologie, un savoir-faire, un résultat. Je peux pas. Il y a que par exemple, pomme, dans une entreprise, par exemple, une boîte qui fait 200 000 euros de résultats, tu vas la valoriser, par exemple, 1 million d'euros pour la vendre. Toi, si tu fais 200 000 euros de résultats, ce sera potentiellement juste 200 000 parce qu'il n'y a pas de potentiel après différent. Puis si tu pars, ça peut pas continuer. Jamais revendre. Tu peux pas te revendre, quoi. Non, tu vois, je peux pas me revendre. Tu peux pas te revendre. Donc ça fonctionne. Donc c'est dans ça que tu capitalises un peu moins. Donc forcément, il ne faut pas y avoir que des avantages. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai pas de stratégie, en fait. Déjà, à la base, c'était même pas un business. J'ai fait ça juste parce que je m'ennuyais et que je me disais, je vais faire des trucs amusants. Donc, je me pose pas tellement de questions. Enfin, c'est là, je suis les opportunités. Après le prochain bull run, je serai assez riche pour plus jamais avoir besoin de bosser. Je m'en fous de pas revendre ma boîte, quoi. Ouais, je comprends. Et puis c'était un plaisir, c'était une passion. Donc, oui. Et en fait, j'ai l'impression que c'est aussi ça la clé de réussite. Dans le monde, c'est quoi la clé de réussite ? Finalement, est-ce que c'est pas ça de se lancer, juste de prendre tellement de plaisir qu'à la fin, tu as des revenus ? Je sais plus qui disait ça, mais
la richesse, enfin générer de l'argent, c'est une conséquence. Ouais. C'est pas ton objectif de base. Les gens qui génèrent beaucoup d'argent, en général, c'était pas du tout leur volonté initiale. C'était plus par passion de développer un truc, tu vois, comme tu le fais. Oui. Après, je trouve que pour se protéger dans ce milieu-là, c'est mieux de le voir comme un business. Moi, typiquement, comme j'ai commencé un peu naïvement et que de base, je suis un peu une nana... Enfin, genre, je suis pas un requin non plus, tu vois. Et bah, Tu m'as dit bisounours, donc c'est pas requin, c'est l'inverse, bisounours. Voilà. Et donc, du coup, ce que je fais, je le fais vraiment, tu sais, genre avec le cœur, avec l'intention de bien faire et tout. Bah, je fais des erreurs comme tout le monde, mais bon, voilà. Et du coup, des fois, quand je me prends des putains de bad buzz ou des trucs comme ça, et que je me dis, tu sais, je fais même pas ça dans une intention business, nanana, je fais les choses un peu simplement, ça te fait encore plus chier, je trouve. Alors que dès que tu te dis, ok, je sais pourquoi je fais ça, pour faire de l'acquisition, pour gagner de l'argent, pour machin, les bad buzz, tu t'en fous, c'est pas toi, en fait. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et c'est super important parce que du coup, je sais pas si on peut appeler ça une carapace, mais au moins, tu sais que c'est du business et donc tu mets pas d'ego, tu prends pas les choses personnellement parce que si tu mets 100% personnellement, dès que tu te prends une insulte, tu la prends et donc tu te tiens pas après. Donc là, au moins, il y a un rapport un peu froid par rapport à la critique. Ouais. C'est du business. Donc moi, ça, je trouve ça génial. Comment parce que du coup, tu as eu une ascension assez forte en peu de temps. Comment tu gères avec tes proches aujourd'hui ou ta famille, ça, parce que tu as dû créer un décalage. Alors, je sais pas si tes proches s'en rendent compte aujourd'hui. Peut-être quand ils verront le podcast, ils comprendront. Alors, mes proches, si, parce qu'on discute de tout. Parce que passer de 0 à 1 million, en gros, en 1 an et demi, ou 2, ça n'existe pas. Donc, c'est assez rare. Ils s'en foutent, ça les fait marrer. Ce qui est plutôt plus drôle, c'est que eux, ils se foutent de ma gueule tout le temps en disant genre ouais, c'est bon, on est copains avec une star. Et du coup, ça m'arrive de temps en temps qu'on m'arrête dans la rue, peut-être ça m'arrive une fois par mois, un truc comme ça. Et quand je suis avec mes potes, à chaque fois ils me regardent et disent ah donc en fait c'est vrai cette histoire. C'est plus ça. Sur les trucs des revenus, ils sont contents pour moi, ils disent qu'un jour je nous achèterai un immeuble pour qu'on vive tous ensemble, mais c'est tout, tu vois. Trop bien, mais je te rassure, la charia des amis proches dans ce genre de domaine, c'est toujours ça. C'est normal, ouais. Mais au début elle est pas forcément simple, parce que quand tu décides de te lancer, t'as plein de gens qui se lancent, quand tes amis proches te charrient, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu ça. Mais je pense que ça peut être difficile que si tes amis tu vois, se moquent un peu et tout, tu te dis ah merde, peut-être je vais arrêter, tu vois, je sais pas où je vais. Oui, non, toi, t'as pas eu peur quand tu t'es lancé, tu t'es pas dit on va me charrier on se charrie déjà beaucoup avec mes amis et ils se moquaient de moi. Et puis encore maintenant, c'est les premiers à se... Franchement, mes haters, c'est de la gnognotte à côté de mes amis, quoi. Mais c'est avec beaucoup de bienveillance, donc je m'en fous, tu vois. C'est trop drôle, c'est marrant. C'est une belle amitié du coup parce que vous vous entendez tellement bien que c'est pas pris... Oui, c'est vraiment... c'est là, Caro l'influenceuse avec ses vidéos TikTok, bon. Et donc, ça t'a jamais déstabilisé les haters ou t'as jamais à un moment donné, t'as jamais reçu genre une vraie menace sur Instagram ou... Il y a eu une période où je recevais genre plusieurs centaines d'insultes par jour en DM. Il y a eu un moment, l'été dernier, j'ai dû couper mon téléphone pendant un mois entier. Un mois entier, j'ai arrêté de bosser et je me suis même dit, mais en fait, à quoi bon, j'arrête, c'est de la merde, me faire insulter autant, c'est bon. Donc si, j'ai eu ça quand même. C'est dingue. Et est-ce que tu fais attention à, par exemple, que ton adresse soit pas en ligne ? Est-ce que tu t'es pas dit à un moment donné de t'appeler, je sais pas, juste Caro, Caro Crypto, un truc comme ça, pour pas mettre ton prénom et ton nom ? Enfin, t'as déjà prévu des mesures ? Tout le monde connaît déjà mon nom, donc c'est foutu. Okay. Après, mon adresse, je fais quand même super gaffe qu'elle soit pas... On sait que t'habites dans le 11e, attention, là, les gens vont savoir, ils vont tourner dans le périmètre. Mais c'est pas tellement c'est pas pour les gens qui me suivraient ou quoi, c'est plutôt pour les haters, j'aurais pas envie que... Genre, c'est pas, par exemple, même ma boîte, elle est pas à mon adresse, évidemment. C'est un peu des trucs comme ça, quoi. Ok, donc quand même, tu fais attention parce que t'as cette petite peur, tu t'es jamais dit ça peut être dangereux un jour Pas dangereux, mais je note quand même qu'il y a des gens qui ont des intentions très mauvaises. Je sais qu'il y a des groupes qui existent dont le but, c'est de me tracher, tu vois. Ça existe, je le sais. Donc, j'ai pas peur, mais bon, je sais quand même qu'il faudrait... par exemple, il y a des événements crypto, j'y vais pas. Ah ouais, pourquoi ? Je suis invitée dans plein de trucs, j'y vais pas. Parce que je sais que la majorité de mes haters, c'est des gens qui sont en crypto. Est-ce que ça te permettrait pas de désamorcer d'y aller justement un peu sur la tête et de réussir ? Franchement, j'aurais trop peur. Ils sont clairement en supériorité, tu vois. C'est un peu un boys club quand même. Ouais, d'accord. Donc c'est pas vraiment très sain, je trouve que il y a un nivellement un peu vers le bas du coup dans cet environnement un peu crypto, tu trouves il y a pas d'événement un peu classe où c'est pas non plus trop je sais pas, tu vois, peut-être que eux entre eux ils sont bien, mais moi je me fais beaucoup insulter, donc j'ai pas envie de me retrouver au milieu de 5 personnes qui me regardent comme ça et moi je sais qu'elles m'insultent ouvertement sur les réseaux, qu'ils appellent l'AMF dès que je fais un truc comme si je risquais quoi que ce soit,
Ah ouais, donc quand même, ils t'ont bien, tu t'es bien fait emmerder quand même. Ah oui. Enfin, moi, des fois, je dis aux gens, les gars, si jamais je devais être en prison, j'y serais déjà, parce que je pense que j'ai 2000 tags de l'AMF en disant, mais qu'est-ce qu'a fait celle-là? Alors que dès que j'ouvre la bouche, tu vois. Tu t'es déjà dit, peut-être j'arrête, en fait c'est trop, je peux pas... Ouais, l'été dernier, je me suis dit ça. L'été dernier, tu t'es dit ça, ouais. Quand j'ai arrêté pendant 1 mois, je me le suis dit. Mais non, je me le dis plus. Ça doit être, franchement, je me mets à ta place et je pense que ça doit être super dur parce que moi, tu vois, quand j'ai lancé mon podcast au début, je me suis fait grave critiquer par des haters parce que c'est toujours pareil, il y a la majorité dormante et puis t'en as toujours, puis il y a des mecs qui te suivent en plus, ça veut dire qu'ils te suivent de Instagram. Après, ils vont te critiquer sur Twitter, ils viennent sur YouTube, c'est le même. Ils sont très obsédés actifs. En fait. Ils sont obsédés et du coup, ce qui est chiant, c'est que ils sont genre peut-être 1000 fois plus actifs qu'une majorité dormante qui est intéressée par ton contenu. Et du coup, je me mets à ta place parce que moi, ça a été quand même assez léger, quoi. Tu vois, c'est quelques temps en temps, mais ça me faisait chier parce que la vérité aussi, c'est que parfois, il y a des vérités aussi. Tu vois, ils peuvent pointer un truc, un truc avec lequel t'es pas à l'aise, ou un truc comme ça. Donc, ça demande d'avoir un trait, d'avoir de la maturité. Mais en même temps, c'est grâce à ces obstacles aussi qu'on se construit, qu'après, du coup, on devient plus fort et on est plus à l'aise. Mais je me mets à ta place et ça doit pas être... moi, il y a quand même une fois, j'avais c'est des vraies menaces et tout, quoi. Ah bah oui, une fois, j'avais un live. J'ai pas eu ça, menace. J'avais un live prévu sur BFM. J'étais sur le plateau. Ils étaient à 2 doigts de dire antenne, 20 minutes. Les journalistes m'ont fait descendre du plateau. Ils m'ont dit, c'est quoi ça? J'avais un concurrent qui avait tweeté BFM fait monter une arnaqueuse sur scène, nanana. Et donc, ils m'ont dit, explique-toi. Donc, j'ai dû leur expliquer qui j'étais, ce que je faisais, que c'était un concurrent, que pourquoi, que machin, que truc, avant qu'ils me permettent de remonter sur scène. Tu vois. Donc c'est vraiment un délire de... Je l'ai pas mal vécu, moi. Ça m'aurait saoulé que le journaliste vienne me... Je l'ai archi mal vécu. Je sais pas si on peut parler de présomption d'innocence, mais j'aime... que quelqu'un on appelle ça, me m'accapare. En fait, il suffit que quelqu'un dise... me tire à partie comme ça et que... Sur la base d'un truc qu'il a vu en ligne, ça me gênerait, mais en même temps, est-ce qu'ils font pas leur boulot aussi pour s'assurer de leur ils sont inquiets, tu vois. Ok, soit ils sont inquiets. Moi, je sais que je vis ce genre de choses et que je passe à travers et que c'est chaud. En même temps, je réussis mieux que tous mes concurrents qui font ce genre de choses. Donc, t'es celle qui réussit le mieux, mais en même temps, le contrepartie, c'est que on te fait chier. Ouais, c'est relou, hein. Je sais pas d'où ça vient cette haine sur les réseaux sociaux, pourquoi ça continue autant. Mais et encore une fois, moi mon constat c'est que les haters sont beaucoup plus actifs que les gens, la majorité silencieuse quoi. Et ça faut vraiment le comprendre, c'est que pour un avis négatif, tu peux avoir même genre 1000 ou 10 000 personnes contentes quoi. Des fois quand je suis un peu surmenée, je sais pas si tu le fais toi, mais quand ça devient trop oppressant, les trucs avec les haters et que ça dépasse un petit peu ce que j'ai l'habitude de supporter, je vais le dire en fait en story par exemple sur Instagram parce que je sais que tous les gens qui n'ont pas l'habitude de m'écrire, et là je sais que je vais recevoir 500 messages de gens qui disent Caro, ce que tu fais c'est génial, tu nous aides, tu nanana, et du coup je me sens, genre ça me permet de remettre un peu les pendules à zéro de ok, c'est pas parce qu'il y a un connard qui a fait partir un buzz sur ta gueule que du coup ça veut dire que voilà. C'est trop bien ça, tu devrais peut-être... Est-ce que t'en parles un petit peu de tout ça ou pas dans tes vidéos? J'en parle. Parce que moi je trouve ça aussi sympa pour la communauté d'en parler, pour aussi les sensibiliser, parce que quand plus tu vas être proche de ta communauté, plus il faut être transparent. Et justement leur dire que... Tu sais, même à ta place, je sais pas ce que je ferais, genre screenshot de tous les mauvais DM en mode regardez, c'est n'importe quoi. Alors je le fais quand même régulièrement parce que quand je suis submergée, je me sens obligée de le partager. Par contre, j'ai pas non plus envie de le faire trop parce que après, on retient pas beaucoup de choses associées à une personne. Et moi, on retient Caro, c'est une nana, crypto. Et le deuxième truc qu'on va retenir, c'est soit féminisme, parce que je parle beaucoup sur ces sujets-là, soit hater. Et ça me fait chier. Je comprends. Que parmi les sujets qui sont affiliés à moi, il y ait ce truc-là. Donc, c'est chiant. Bon. Donc c'est compliqué pour toi, parce que si tu réagis trop, on te remet une nouvelle étiquette, et toi, t'as envie d'être reconnu pour d'autres choses. Ça me fait penser à un truc, mais j'ai oublié, mince, c'était intéressant. Oh merde. Ouais, moi, mon souci que j'ai avec les haters, que j'ai depuis longtemps, c'était que je sais pas pourquoi, je réagissais vachement à chaud. Parce que je pense que j'avais mon jeune âge aussi, parce que j'ai commencé sur les réseaux sociaux peut-être genre à... T'as quel âge là ? Là, j'ai 34, mais j'avais genre peut-être 25 quand j'ai vraiment commencé. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Et comme j'étais jeune, et même aujourd'hui, pour te dire, je le travaille encore, j'ai un petit côté, j'ai envie de répondre, mais c'est un côté super puéril en fait, et que j'ai grave réglé, je trouve que j'ai réglé peut-être à 95%.
Mais j'ai toujours le 5% où j'ai envie de réagir. Et ce qui est compliqué, c'est que j'ai ma société aussi derrière. J'ai Eskimos, j'ai mes collaborateurs. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dû prendre la responsabilité aussi parce que quand tu vois le dirigeant de la boîte dans laquelle tu travailles répondre une insulte ou un truc comme ça, c'est vachement mal vu, je trouve. Ouais. Et puis même pour moi, ça me décrédibilise. Totalement. Donc, les haters m'ont mis dans la merde 2 fois. Ça veut dire qu'ils m'ont d'abord mis mal et ensuite j'ai répondu, donc je suis rentré dans le jeu. Et donc ça m'a remis mal et on m'a dit en interne, voilà, tu devrais faire attention et tout. Donc maintenant, je fais super attention. Parce que si la cause, elle est là, j'ai la responsabilité des gens avec lesquels je travaille, je peux pas me permettre que ma marque soit associée à ça. Ouais, c'est sûr. Mais quand même, malgré tout ce que je viens de dire, parfois, quand il y en a un qui est vraiment trop fort, qui te prend en vue, t'as vraiment envie de l'envoyer chier, tu vois. Mais le mieux, c'est de pas rentrer dans le jeu, de pas répondre du tout. Ou alors de réussir à répondre de manière très calme, très froide. Et ça, c'est un travail, pour le coup, ça, c'est dur. De rester froid. Est-ce que tu le fais parfois, un hater qui te rentre vraiment dedans ? Tu lui réponds très calmement. Je réponds jamais, en fait. Genre, il fait le hater 90%, puis à la fin, il pose une question, et tu réponds juste à la question propre, tu vois. En fait, comme je regarde jamais les commentaires, ce type-là de haters, moi, je les vois pas, je leur réponds jamais. Ce que je vois, moi, c'est genre les bad buzz, au sens, les gens, quelqu'un fait un tweet sur ma gueule, et puis ça part viral, et puis il commence à y avoir plein de gens qui me le partagent, ou que je reçois des insultes en DM. Mais du coup, je réponds pas aux insultes. Donc, moi, j'ai pas ce problème de devoir répondre aux haters. Je réponds pas. Okay. Puis t'en as aussi beaucoup plus. Moi, c'est plus simple peut-être quand j'en ai qu'un. Tu vois, je le vois vraiment, je le cible. Toi, t'en as 200. Tu dis, moi, auquel truc quand t'en as beaucoup d'un coup. Oui, mais je regarde pas. De toute façon, je regarde pas les. Vraiment, je regarde aucun commentaire. Donc, je peux pas les voir. Est-ce que tu trouves pas que je change de sujet, mais que l'algorithme d'Instagram est moins puissant que celui de TikTok, que j'ai l'impression que c'est un peu la pente descendante d'Instagram. C'est plus dur de performer aujourd'hui sur Instagram. Je me rappelle à un moment donné tu pouvais faire un post et gagner 5000 abonnés d'un coup sur Instagram. Aujourd'hui c'est moins le cas et sur TikTok tu peux vraiment y aller plus fort. Eh ben j'ai pas vécu ça moi pour le coup. Tu performes pas plus, tes vidéos font pas plus de vues sur TikTok que sur Instagram? Alors quand j'ai du buzz, le buzz est incommensurablement plus grand sur TikTok. Ça c'est vrai. Quand les cryptos sont un peu en fame, 80% de mon acquisition c'est via TikTok. Mais le reste du temps, en fait, je trouve plutôt que l'algorithme de TikTok, il est beaucoup plus volatile. Si ça performe très loin, mais si ça performe pas, tu peux faire une vidéo à 5000 vues. Alors qu'Instagram, je ferai jamais moins de 20 000 vues. C'est dans tous les cas. Je suis d'accord. C'est vraiment, moi j'ai la même ligne 20 000, une vidéo c'est 20 000. Mais du coup, c'est un peu chiant parce que j'ai plus trop de surprises, ça tourne autour de 20 000. Tu vois, il y a un côté un peu. Ça tourne autour de 20 000 sur Instagram, quoi. Alors que bon, sur TikTok, c'est vrai que t'as la déception. C'est un peu plus le casino TikTok. Oui, exactement. Parfois, t'as genre. Tu mises, il y a rien, tu fais genre 500 vues. Et d'un coup, bam, t'en as une qui explose et là, ça te fait une petite euphorie, tu vois, une petite adrénaline. Après, peut-être que toi, c'est un peu plus difficile parce que tes sujets, ils sont moins des sujets de tendance. Alors que moi, en gros, moi, j'ai pas de talent comment on appelle ça ? J'ai pas de talent de réseaux sociaux. C'est juste, si jamais le sujet intéresse en ce moment, qualité médiocre, eh ben, ça va cartonner. Quand le sujet intéresse moyennement, ça reste moyen. T'es sur un sujet qui est, je pense, qui est mainstream, qui est aussi d'actualité, qui intéresse. C'est vrai que moi, je prends la parole parfois pour dire des trucs, franchement, où c'est pas du tout mainstream. En fait, c'est très ciblé. Par exemple, une mise à jour de LinkedIn ou... tout le monde s'en fout de savoir si tu fais autant de likes la première, ça te fait richer ton poste. Moi, c'est plus niché expertise digitale. Donc, effectivement, mon contenu est pas propice au buzz en réalité. Mais en tout cas, à part de temps en temps. C'est plutôt que si ça fait un buzz, ça dépend de toi, de la qualité de ce que toi tu fais et pas de l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce que le marché répond plus ou moins à ce sujet-là. Alors que moi, c'est qualité moyenne tout le temps. Des fois, ça buzz, mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce au marché, quoi. Je comprends. Tout ça. C'est la régularité aussi, c'est le fait que tu te fasses ça tous les jours. Alors, oui, et puis que les gens m'aiment bien, et que machin. T'as une communauté. Trucs, bien sûr. Et j'ai vu un Reels passer de toi tout à l'heure sur TikTok où tu disais une crypto que Elon Musk aimait bien. Oui, et qu'il a interagi avec. Mais parce que mais non, je peux pas, parce que c'est un partenariat rémunéré. Ok, d'accord. Donc je vais pas en parler là. Ok, d'accord. Mais c'est. Mais en gros, c'était le fait que Elon Musk apprécie une crypto, c'est ça? Ça, c'est juste l'accroche. Ça, c'est l'accroche. C'est l'accroche. Eux, ils capitalisent beaucoup de leur communication là-dessus parce que des interactions avec Elon Musk, c'est assez rare, surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, donc s'il like un post de ta crypto, t'es refait, quoi. T'es refait, mais comme jamais. Tu penses qu'un like sur ta crypto, ça peut déjà la faire exploser? Franchement, Elon Musk, il fait quand même beaucoup sur les cryptos. Donc c'est vrai que c'est... Mais c'est... En fait, si j'ai dit ça en phrase d'accroche, c'est simplement parce que mettre Elon Musk en phrase d'accroche, c'est utile. En gros, c'est ça. Vraiment. Oui, non, je vois très bien. Oui, à l'accroche TikTok, il faut toujours faire l'accroche. C'est ça. Toi qui n'es pas sur Twitter, est-ce que tu as un petit avis sur Threads qui n'est pas encore lancé?
tu pourrais le partager ou que tu n'es pas encore inscrite. Mais je suis pas encore inscrite, mais j'ai trop envie de tester. J'espère tellement que ça va être Twitter, mais sans la haine. Après, je suis peut-être un peu optimiste. Ouais, non, j'ai l'impression que c'est ça. C'est vrai ? Ouais, et je te donnerai un tips là en off après pour que tu t'inscrives depuis la France dès maintenant. Oui. Il y a un petit hack, comme ça tu vas pouvoir y aller on appelle ça les early adopters. C'est tous les geeks qui arrivent à trouver une manip pour se connecter. Donc, j'ai une question, moi, pour toi, du coup. Parce qu'à l'époque où c'était vraiment la fame de Clubhouse, moi, j'y suis pas du tout allée. Okay. Et 2 mois après, plus personne n'y était. Est-ce que tu crois que ça va être la même chose là ? C'est une très bonne question. En fait, moi, je pense que pour percer sur un réseau social, il faut arriver dans les premiers. C'est vrai. En gros, c'est le seul moyen. Si tu arrives dans les premiers, ok. C'est un petit peu comme ce que tu dis sur les contenus. Oui. Voilà, donc... Clubhouse, moi, quand j'y suis arrivé, j'ai passé 2 semaines H24 dessus parce que je voulais être au début, donc je faisais partie des gens qui avaient le plus d'abonnés. Par contre, le truc est mort, donc tu vois, ça m'a servi à rien. Ouais. Sur LinkedIn, j'étais en 2015, je faisais partie des premiers. Aujourd'hui, je suis un des plus gros influenceurs sur LinkedIn, donc ça a payé. Donc parfois ça gagne, parfois ça paye, parce que parfois le réseau social meurt après ou il gagne. Threads, moi, je le sens très bien vu que c'est lié à Instagram, donc tu te connectes avec ton compte Instagram sur Threads déjà, donc ça va ramener la communauté dessus. Et là, le fait vraiment d'être au début, ça te permet de gagner. Là, par exemple, pour te donner une idée, je me suis inscrit en 24 heures, j'ai gagné 1500 abonnés. Sans rien, en postant normalement, comme sur Twitter. Tu vois, alors sur Twitter, je poste autant. Mais il faut poster combien sur Twitter ? C'est-à-dire ? Genre, ça te coûte combien de contenu, là ? Sur Twitter, je fais à peu près 3 posts par jour. Ah ouais, tous les jours ? Tous les jours, ouais. C'est un job à temps plein. Tu postes des trucs débiles, genre j'ai mangé une banane. J'ai quelqu'un qui m'aide dessus. Non, mais après, ça peut être vraiment une photo, un truc, une connerie. Genre, un tweet, ça peut faire genre 2 mots, tu vois. Ok. Donc, c'est assez rapide. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour gagner 1500 abonnés sur Twitter, là où j'en suis aujourd'hui, ça va peut-être me prendre, 1 mois et demi. Donc, ce qui est génial quand tu arrives sur un réseau social, donc... Voilà, moi je pense que ça vaut vraiment le coup de tester en tout cas, mais tu peux tout perdre. C'est un peu comme au casino, si le truc marche pas, t'auras passé beaucoup de temps pour rien. Mais en tout cas, pour percer, plus t'arrives le premier, parce que t'as aussi le sujet que un réseau social, quand il se lance, il veut faire monter des gens assez vite. Vrai. voilà, et donc du coup, ton profil est suggéré. Voilà, je suis en train de te mettre un promo, mais je vais te donner, tu vas t'inscrire là juste après. On va le faire ensemble. Ton profil est suggéré aux nouveaux inscrits après. Ça, c'est trop bien. Donc, t'as un truc exponentiel. Donc, par exemple, si ça arrive en France pendant 3 mois et que toi, t'as déjà genre 20 000 abonnés, en fait, tu vas prendre toute la vague des gens qui s'inscrivent. Donc, c'est super intéressant. Mais après, je sais pas s'ils vont faire un peu Web3, crypto et tout aussi. On verra. Ça me fait penser à un truc. T'as ce problème ou pas des faux comptes ? Toi qui es présent sur les réseaux, parce que moi j'en ai tout le temps des gens qui j'en ai grave, ouais. Et il m'est arrivé une dinguerie là. J'en ai ouf. D'ailleurs, ils proposent des projets crypto, bancal, des trucs bizarres. Surtout toi, donc c'est encore pire parce qu'ils viennent sur ton sujet. Mais là où ça m'était encore jamais arrivé, c'est que là il y a un compte sur LinkedIn, s'il te plaît. Ça j'ai jamais vu. Par contre, j'ai vu sur Instagram, mais j'ai jamais vu sur LinkedIn. Putain. Sur LinkedIn. Je te jure. C'est possible ça, je voudrais bien que tu montres ça, je suis curieux. Je suis un peu en panique. Moi c'était Instagram où à un moment donné j'avais 4-5 comptes et alors ce qui était chiant c'est qu'il prenait ma photo, il créait les mêmes archives, il mettait les mêmes photos et il ajoutait tous les gens que je suivais, donc mes amis, et donc du coup terrible. J'avais mes amis qui se faisaient ajouter 3-4 fois par d'autres comptes, tu vois, et c'était genre Andrea avec 2A, Ben Saïd, tu vois. Oui, c'est toujours comme ça. Oui. Voilà ça, donc la personne ne voit pas qu'il y a 2A et, oui. Et ils envoient des messages après, ils communiquent avec toi en ton nom quoi. Oui. Ok. On a pas mal. Je voulais aussi parler. C'était fait exprès qu'on parle aussi pas mal de l'influence des réseaux sociaux, parce que t'es quand même très présente et pas uniquement que de ta newsletter. Et en même temps, on a pu aborder un petit peu tous les sujets, la formation. Est-ce que tu fais d'autres choses à part tout ça du coup, parce que c'était quand même assez complet. T'as la newsletter, t'as les réseaux sociaux et t'as la formation. C'est les 3 pôles. La formation, j'ai un podcast et 2 bouquins. C'est tout. Ah, t'as un podcast aussi? Alors, j'ai une saison de podcast. C'était un podcast défini, tu vois. Genre, c'était 60 épisodes qui font le tour de tous les trucs de la crypto de manière un peu facile. Donc, elle tourne et elle continue à me faire des vues et de l'acquisition. Mais moi, je suis pas en train de sortir de nouvelles saisons, etc. Est-ce que tu pourrais donner un conseil à une femme qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat et dans la crypto? Parce que je suis sûr que ça intéresse plein de femmes, finalement. Et j'ai l'impression que c'est quand même un parcours semé d'embûches. Est-ce que du coup, par rapport à ton expérience, tu pourrais partager des tips pour aussi comment les faire passer à l'action, peut-être devant la caméra et y aller un peu plus fort, voilà, je sais pas. Je sais pas, moi je pense que ce qui m'a aidé, c'est que je me suis pas trop posé de questions et je me suis jamais arrêtée. Enfin, c'est ce que t'as dit, la constance, c'est... c'est la règle numéro 1 dans tout, je crois. C'est la règle numéro 1 dans tout, que tu sois une nana ou pas d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat. Pour moi, il faut juste le faire. Ah si, il y a un truc qui m'a aidé sur les réseaux, enfin sur TikTok notamment. Je pense que ça doit pouvoir aider sur chaque lancement sur un réseau. C'est que pour pas te démoraliser,
il faut te faire un plan à l'avance. Moi, je suis très fan des plans, comme tu as pu l'imaginer. Et du coup, je me suis fait un challenge 1 mois sur TikTok. Et donc, j'ai posté une vidéo par jour pendant 1 mois. Et je me suis dit, tu feras le bilan à la fin du mois. Mais tant que t'es pas à la fin du mois, tu n'arrêtes pas coûte que coûte. Et j'avais fait pareil sur YouTube. Et du coup, je pense que c'est pas mal de faire ça pour te lancer. Comme ça, tu t'es sûr de faire le taf au moins pendant 1 mois. Et après, tu vois si tu veux continuer, si ça te saoule, si machin, etc. Est-ce que tu utilises un logiciel pour poster? Par exemple, tu prévois tes 30 posts d'un coup, tu les passes à la main? Je sais pas, il y a des espèces de rumeurs, vaudou, qui disent que si jamais tu fais des trucs automatiques pour poster, ça reach moins, etc. Ah ouais, et c'est possible. Hein. Bah, il y a se rendent compte. Pas mal de trucs. Enfin, moi, j'avais testé une fois et tout d'un coup, j'étais passée, je faisais plus aucune vue. Donc, du coup, je fais tout à la main comme une. Bah, figure-toi que les plus gros influenceurs que je connais font tous tout à la main. Alors c'est dingue, à chaque fois que je leur demande, tu utilises un logiciel, ils sont tous là à la main à attendre les chargements de la vidéo qui peut être long parfois. Et je trouve ça trop marrant parce qu'en fait, tout le monde se dirait ils sont organisés et tout, mais en fait, on est comme tout le monde en fait. Et en fait, je fais ça à la main, moi aussi. Et même j'ai rencontré des gens qui ont des très très gros comptes, ils font tous à la main. Tous 100% à la main. Ça, je trouvais ça marrant. Après, le truc que je fais, c'est que je fais le post sur TikTok et ensuite c'est mon assistante qui les reposte sur tous les réseaux, tu vois. Ça c'est pratique, ça par contre. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'on a parlé de tout? Je crois qu'on a parlé de tout. On a bien tout balayé comme sujet. C'est quoi tes objectifs pour la suite, le futur? Eh ben là, j'ai un gros objectif, moi. Toi qui as des plans, est-ce que tu as un plan? Je suis sûr que tu as un plan à 100 000 personnes abonnées à ta newsletter. En vrai, là, mon plan, c'est surtout que tout soit archi-rodé pour le bull run, pour la reprise du marché haussier. C'est, tu vois, le dernier bull run, j'ai pas du tout capitalisé. En fait, je voyais que ça marchait bien, mais j'ai pas optimisé. Et j'ai parlé avec un média, que je vais pas citer, qui est là depuis 10 ans, et qui me dit, Caro, en fait, quand tu es sur les sujets du crypto, il faut être avec le marché. Et donc, quand on est sur un marché baissier, il faut en profiter. Tu structures tout, tu fais moins de vues, tu fais moins de croissance, tu fais moins de chiffres, machin, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tout soit vraiment prêt pour que, quand le marché repart, tu fais x4 sur ce que tu produis comme vidéo, ce que tu produis comme contenu, en acquisition, tes prix, ils font x4 aussi, tes machins. Enfin, c'est genre, en gros, il faut tout préparer. Donc moi, je suis en phase de, tu sais, je prépare mon marathon. C'est super intéressant parce que tu as la même stratégie pour investir, en fait, finalement. Oui, c'est exactement en fait, ta stratégie sur les réseaux sociaux, c'est la même dans ton plan et le même pour investir que sur les réseaux sociaux. C'est très drôle. Et je trouve ça super intéressant, en fait, de capitaliser dans les bons moments. Mais en même temps, tu gardes la régularité, mais en préparant quand même une phase plus forte pendant le bull run. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir un bull run bientôt, sachant que là, on est en juillet 2023. Est-ce que tu crois dans le halving 2024? D'ailleurs, le halving du Bitcoin, tu sais quand c'est en 2024? C'est en mars, non? J'allais dire, soit mars, soit mai, mais je me rappelle plus exactement. Je crois que c'est peut-être mars. Ok. Est-ce que tu penses que le bull run va repartir à ce moment-là ou que ça va demander plus de temps? Jusqu'à présent, c'était toujours à peu près 1 an après le halving que le Bitcoin était au plus haut. Et moi, j'imagine que si jamais il n'y a pas un événement qui vient casser ce cycle, ça va se passer de la même manière que ça s'est toujours passé. En tout cas, c'est sur ça que je mise, moi. Pourquoi t'as pas plus... J'ai fait le lien là avec autre chose, mais tu commences à avoir des revenus qui commencent à être très très importants. Pourquoi tu recrutes pas un petit peu plus de monde pour avoir un petit peu plus de confort? Est-ce que tu penses que tu pourrais le faire? Parce que par rapport à ce que tu gagnes, proportionnellement, ça serait pas énorme finalement. Tu m'as dit que tu avais déjà une assistante, mais je te dis une bêtise, tu pourrais en avoir 2 par an, mais je pense pas que ça te changerait beaucoup ta vie, quoi. Ouais, non, en fait... Tu as déjà pensé à ça, à un petit peu se consolider En fait, j'ai des prestats. J'ai un prestat avec qui je bosse sur la formation, avec le Customer Success pour les trucs. Enfin, j'ai des prestats avec qui je bosse et c'est une relation que j'aime. On est d'égal à égal. On bosse sur des projets en vertical, donc en fait, ma vie, elle est très confortable. Enfin, il n'y a rien que je fais parce que je suis obligée de le faire. Le reste, je délègue, mais pas dans une équipe qu'il va falloir que je manage, qu'il va falloir que je motive. Et à qui il faudra toujours que je trouve des trucs à faire, même si j'ai pas envie de bosser pendant 1 semaine, j'en sais rien. Je te comprends grave, parce que par exemple, moi, sur le podcast La Little Big Things, j'adore travailler avec des prestats. J'ai mon prestat pour le montage, j'ai mon prestat pour la réalisation. Et tu vois, j'ai mon prestat qui m'a fait le site internet, j'ai mon logiciel pour faire les emails. Et en fait, ça me va très bien de travailler comme ça et je comprends le fait de travailler un petit peu avec des prestats d'égal à égal. C'est agréable aussi de travailler comme ça, plus qu'avec une équipe dédiée directement. Et bon, peut-être qu'au bout d'un moment, ça peut devenir intéressant, mais ça dépend des niveaux où t'en es. Oui, c'est vrai que pour l'instant... Parce que là, quand même, si tu fais 1 million d'euros quand même à un moment donné de CA, au bout d'un moment, ça commence à être des revenus quand même...
je trouve super important. Et, je sais pas si ça nécessite forcément. Enfin, tu vois, à partir du moment où j'ai le mec avec qui je bosse sur mon site internet, j'ai le mec avec qui je bosse sur le design. Enfin, tous mes trucs sont un peu faits. En tout cas, j'ai pas besoin d'avoir de salariés et j'ai pas envie. Enfin, tu vois, moi, j'ai un truc, c'est que j'ai envie de suivre mon flow. C'est beaucoup de créativité ce que je fais. Et jamais une journée, j'ai pas envie de bosser. Je veux pas être contrainte un peu de bosser pour donner le bon exemple. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup vécu en start-up. C'est genre, je suis contrainte de bosser parce que si moi je dis qu'on s'en fout, on bosse que quand on a l'énergie, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, enfin, c'est un truc que j'ai pas envie de vivre, quoi. Je te comprends grave et je dirais même que c'est obligatoire pour être performant dans ce que tu fais parce que pour alimenter ta créativité, il faut que ça suive ton flow. Ouais. Parce que si t'as pas la créativité au moment de faire quelque chose, tu prends 2 plombs et c'est nul. Ça prend 4 fois plus de temps et c'est nul en plus. C'est nul. Alors qu'en fait, si t'as la montée d'inspiration à un moment donné, tu peux faire ça en 15 minutes. C'est tellement bien. Moi, ça me le fait par exemple pour écrire un post par exemple sur LinkedIn ou écrire un contenu parce que je fais toujours un petit résumé des moments que je passe avec mes invités pour les épisodes, pour YouTube, etc. Je les fais moi-même parce que justement je veux que ce soit vraiment quali pour le coup et comme c'est moi qui ai vécu l'expérience. Et donc du coup ça je peux te l'écrire en 5 minutes. Mais par contre si j'ai pas le bon moment, je peux peut-être pas l'écrire, ça vient même pas. Et si ça vient, je vais pas trouver les bons mots et ça peut me prendre peut-être 4 heures. C'est proportionnellement, tu vois. Je suis d'accord. Et donc, il faut suivre dans des métiers comme le tien. Je pense qu'il faut suivre son flow. Je pense que même toi, tu peux par exemple ne pas, sur une journée, t'as pas le flow, t'as rien, tu peux pas produire de vidéos et le lendemain peut-être en faire 10 parce que t'es chaud. Exactement. Tu vois. Et c'est comme ça qu'il faut bosser, je pense, par contre, dans ton domaine. Il y a pas d'autre solution. Et la liberté d'être seul, ça te permet de vraiment le faire sans culpabiliser. Moi, j'ai beaucoup ce truc-là de la culpabilité. Je sais pas si tu l'as, toi. La culpabilité, si tu fais une journée sans rien faire? Ouais. Est-ce que je l'ai celle-là? Je pense que non, justement, j'ai appris à la maîtriser par rapport à ce qu'on est en train de dire. Ouais. Parce que j'ai compris les processus de créativité. Mais même si t'as une équipe, etc., c'est pas un truc qui te... Non, j'ai pas. Alors, non, parce que pour le coup, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Ouais. Parce que, pour te donner un ordre d'idée, quand j'ai lancé Eskimos, j'avais tellement ce syndrome-là. C'était quand ça? C'était en 2015. Okay. J'avais tellement ce syndrome-là que je voulais arriver le premier. Oui, voilà. Et je voulais repartir le dernier. Oui. Ok, donc pour te dire à quel point j'étais matrixé. Et j'étais comme ça aussi. Et je voulais montrer que j'étais présent, etc. Plutôt que de réfléchir, on va dire, à la situation la plus optimale, je mettais un petit peu, on va dire, des croyances, je pense. Et Eskimos, je pense, cartonne aujourd'hui parce que justement, je pense que j'ai cassé toutes mes croyances. Et si je trouve quelqu'un qui est bon à un moment donné, sur certains sujets, on s'organise comme ça. Par exemple, aujourd'hui, Tom s'occupe vraiment de la partie interne chez Eskimos, moi de la partie externe, parce qu'on est vraiment très bons chacun dans notre domaine. Et moi, je dois pas avoir la culpabilité de il a fait le point avec ce manager-là, c'est pas moi, il prend ma place ou ou il travaille plus que moi. Ouais. Enfin, on pense vraiment résultat, quoi. Putain, moi j'ai l'impression que tu décris un fantasme là. Franchement, mais c'est la clé de la réussite, moi, je pense. Oui, t'as certainement. Et d'ailleurs, il y a plein d'entrepreneurs que je connais qui veulent arriver le premier, qui partent le dernier, qui veulent mettre leur nez dans tout, qui veulent te montrer qu'ils sont présents, qui veulent pas déléguer. Ouais. Et en fait, c'est des boîtes qui ne grossissent jamais, quoi. Non. Donc c'est un gros frein, ça, pour le coup. Je suis d'accord. Et donc, en tout cas, je te comprends grave parce que tu vois, sur Little Big Things, c'est un projet vraiment créatif et par exemple, pour faire le petit synopsis ou je sais pas comment on appelle ça, la petite intro par exemple du podcast qu'on a fait ensemble. Je sais pas quand ça viendra, mais quand ça viendra, faut vite que je me demande que je l'écrive, tu vois. Je vois totalement. Voilà. Je vois totalement. Ok, en tout cas, merci pour ton temps, merci d'être venu du 11e et d'avoir pris le vélo et de t'être fatigué pour être venu jusqu'ici, d'avoir répondu présent. Est-ce que tu penses qu'on a balayé tous les sujets? Je pense que oui, on est plutôt bien. Ouais. On a tout balayé. Encore merci et un petit message du coup à tous les haters qui nous écoutent du coup. Laissez-moi des messages. Soyez gentils avec nous. Soyez gentils avec nous. Et la majorité dormante, je m'adresse à vous. Du coup, on vous voit pas en commentaire. Venez commenter, venez laisser des avis parce que quand t'as un podcast, ça te permet de remonter dans les charts. Ouais. Donc, ce qui est chiant, c'est que s'il y a une majorité dormante aujourd'hui qui aime bien mes podcasts mais qui me met jamais d'avis, moi je remonte jamais, tu vois. Donc faut me donner de la force un peu, tu vois. Ah ouais, faites ça les gars. Donc voilà, faites ça les gars. Et voilà, donc encore merci en tout cas à toi d'avoir répondu présent et puis je te dis à bientôt. À bientôt.